Bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 20e épisode de la saison 3 de la balado de Fred Savard, du même nom. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'en ai passé une belle, je dois l'avouer. J'ai terminé mes tournages, entre autres, de cette année-là. L'émission se termine au mois d'avril, donc ça libère beaucoup de temps que je vais vous consacrer. Je sais que je vous avais dit qu'il allait y avoir des brouillons de culture qui s'en viennent, mais là, je vais avoir le temps de les faire. En plus de vous offrir les épisodes réguliers de la balado. D'ailleurs, cette semaine, on a un épisode assez costaud, donc je ne ferai pas une très longue introduction. Je vais pas... je sais que j'ai vu un sondage... En fait, j'ai vu 2 sondages passer. Le premier pour dire que les gens étaient un peu tannés d'entendre parler de la COVID dans les médias. Oui. Évidemment, j'ai pas vraiment le choix de m'y plonger pour mon travail de commentateur de l'actualité à la radio. Mais pour la balado, je pense qu'on peut prendre une petite pause. Il n'y a pas grand-chose de... De toute façon, ça va pas si mal. Hein. Les autorités nous l'ont dit. Oui, le variant, on le surveille, on va cribler, on va séquencer. On ne rentrera pas dans les détails, mais j'ai quand même vu beaucoup d'opinions de spécialistes, d'épidémiologistes, de spécialistes de santé publique qui trouvaient qu'on est encore 2 ou 3 coups peut-être en retard, on verra bien. Les variants ont explosé ailleurs, ils risquent d'exploser ici. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce que c'est un peu ce que Godefroy va nous dire dans sa chronique. Une longue chronique, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Mais des fois, j'aime bien ça quand Godefroy se plonge corps et âme dans un sujet et nous l'explicite en long et en large. Et c'est ce qu'il va faire. Et il va nous démontrer un peu dans le fond qu'il vaut mieux être australien que québécois présentement pour affronter la pandémie. Vraiment intéressant, réflexion intéressante. Cela dit, on parle de sondage, il y en a un autre qui est sorti, celui-là dans l'actualité, et qui démontre que les appuis à la CAQ sont toujours extrêmement élevés. C'est étonnant. C'est étonnant. Oui et non. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de critiques face à la gestion de la COVID. On a quand même le pire bilan au Canada en ce qui a trait au décès. On a dépassé les 10 000. Et pourtant, la CAQ récolte encore 48 % de l'appui des électeurs. C'est quand même 27 % d'avance sur son plus proche rival, qui est le Parti libéral, suivi de... En fait, le Parti libéral est à 21 %, Québec solidaire à 12 % et le PQ à 11 %. C'est quand même... ça donne raison, dans le fond, au gouvernement qui n'a pas vraiment à changer de cap, malgré... Moi, c'est ça qui m'étonne. Là, malgré le fait qu'on a le pire bilan pour les décès. En fait, c'est à se demander si c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que plus les gens meurent et plus la CAQ récolte les appuis. C'est encore plus marqué chez les francophones. 54 % des gens qui utilisent le français, qui ont le français comme langue maternelle, voteraient pour la CAQ s'il y avait des élections. Après ça, c'est 14 % le Parti québécois et 13 % Québec solidaire et 11 % le Parti libéral. Alors, évidemment, je pense que sans être cynique, on peut quand même dire que l'opposition n'est pas très relevée, bien qu'il y a des gens dans les partis d'opposition qui font un excellent travail, mais visiblement, ça n'inspire pas les Québécois pour voir une alternative de remplacement à ce gouvernement. Cela dit, les élections, c'est pas tout de suite, c'est dans 18 mois. Donc, il y a des choses qui ont le temps de changer. Et les Québécois étant ce qu'ils sont, ils sont quand même volatiles parfois sur le plan électoral. Donc, ça peut changer très vite. On verra bien. Il y a le débat sur la langue française qui va revenir avec le dépôt de la refonte de la loi 101, l'agrandissement du collège Dawson. Évidemment, j'ai hâte de voir comment le PQ va se démarquer de la CAQ par rapport à ça et comment la CAQ va réussir à mettre de l'avant cette espèce de nationalisme soft qui plaît tant aux Québécois, tout en ouvrant les vannes de l'anglicisation, entre autres, dans les études postsecondaires. Je dis ouvrir les vannes, mais bon. On a reçu Frédéric Lacroix qui quand même démontre dans son livre qu'il y a un impact quand des institutions d'enseignement comme le Cégep Dawson, où la majorité des étudiants ne sont pas des anglophones, ça a un impact sur la francisation à long terme et sur les transferts linguistiques, entre autres. Donc, j'ai hâte de voir comment la CAQ va être capable de concilier ce nationalisme autonomiste
tout en finançant des institutions qui participent au recul du fait français au Québec. J'ai hâte de voir ça, ça va être à suivre. Sinon, vous savez, dans les points de presse cette semaine, on a appris qu'on avait trouvé des variants, entre autres en Abitibi. Ça a surpris bien des gens. On s'est dit, s'il y en a en Abitibi, il doit en avoir beaucoup ailleurs. Mais là, si on les teste pas, si on les crible pas, on ne le saura pas. Eh bien, on va aller rejoindre dans cet épisode notre ami Paul-Antoine Martel, qui est notre antenne à Val-d'Or. On l'a entendu quelques fois à la balado. Ça fait longtemps qu'on y avait pas parlé depuis l'automne, alors je suis content, on va aller le retrouver. Et il y a Simon Jaudoin également qui va nous faire voyager avec ses capsules touristiques. On va aller dans le bas du fleuve cette semaine. Alors voilà, c'est l'épisode que je vous propose et on va y aller tout de suite. On va aller tout de suite entendre Godefroy Lorando qui va nous livrer ses observations sur son étude de cas, entre autres, de l'Australie. Bon épisode tout le monde. Oh, on retrouve Godefroy Lorando. Vous avez l'air très... Là, les gens ne le savent pas encore, mais vous avez l'air très excité, Godefroy. Oh, Fred... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas parlé pour la balado. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que je prépare mes affaires. Puis là, je sais que je suis un peu moins collé sur l'actualité. Fait que je peux approfondir un sujet. Finalement, Fred, j'ai approfondi une idée qui me travaille depuis... On pourrait dire le mois de mai l'année passée. Mais ça, c'est le fun. C'est ça, c'est la beauté de la balado, c'est qu'on peut prendre le temps. Exactement. Et puis donc, autant j'ai aimé toucher à des sujets en profondeur, mais rester sur un sujet, là, je suis un petit peu plus méta dans mon approche et je suis devenu excité à un point qu'il a fallu que je me calme. Oh là là! Je suis pas sur une mission, je suis comme d'habitude en train de... Bref, qu'est-ce qui se passe, Fred, quand vous me laissez en liberté trop longtemps, c'est ça qui arrive, je deviens fou. Mais Fred, en parallèle de tout ça, moi qui suis, comme vous le savez, une sorte de robot avec des... Oui, avec peu d'émotions. J'ai des organes, peu d'émotions visibles. Oui. Je commence vraiment à m'ennuyer de voir du monde, ennuyé d'avoir de la visite, de cuisiner pour de la visite. Je cuisine comme un fou, mais pour 2 enfants de 10 et 11 ans. Qui sont jamais contents. Souvent, ils mangent surtout du pain et du riz. Ben oui. Alors, donc, Fred, je vous ai préparé donc, pour une chronique, pour un retour à la chronique aujourd'hui. Une chronique qui était plus... On s'était entendu que ce serait une chronique un peu plus... exploratoire et plus dense que d'habitude. Et donc, ce sera une chronique très nutritive. Fred, ce sera une chronique repas. Ah! Ça, j'aime ça. Alors, plat principal, Fred, ce sera mon fameux poulet à l'influence avec 2 petites sauces en accompagnement. Donc, j'allume le four à 375 et le poulet tempère sur le comptoir. Vous savez, il ne faut pas le mettre au four tout de suite. Hein. C'est bon que le poulet soit pas exactement à la température du frigidaire. Ouais. Et en parallèle, Fred, on part. Mais attendez, Godefroy, là, j'ai peur. Là. Vous dites poulet à l'influence. Là. Est-ce que c'est une recette? C'est pas une recette mexicaine, là. C'est pas El Polo de Influenza. Non, c'est pas l'influenza. Quoique ça aurait fait une excellente blague. C'est votre instinct d'humoriste, Fred. C'est toujours épatant. Non, c'est le poulet qui permet d'influencer parce que c'est vraiment le sujet derrière. Okay. Derrière tout ça, c'est comment influencer une population. Et le poulet à l'influence, mon plat principal, je vous le réserve pour la fin. Bon. Mais là, j'ai 2 sauces à préparer pour accompagner mon poulet, donc j'embarque là-dessus tout de suite. Oui. Il y a d'un côté, Fred, ici, je ne sais pas si vous entendez ma petite casserole. Ah oui. C'est ma petite casserole, c'est la sauce à l'australienne. On se ferme les yeux, là, puis on est là. Ça sent pas encore. Donc, sur mon radar, Fred, depuis cet été. Oui. Mais surtout, de plus en plus, j'ai été intéressé, à partir de novembre jusqu'en décembre, le sujet de l'Australie, vraiment, m'a beaucoup, beaucoup passionné parce qu'il y a eu des articles qui sont sortis un peu partout. En novembre, dans Le Devoir, on avait titré, c'était au moment où nous, on se faisait dire par notre premier ministre qu'on allait peut-être pouvoir faire quelque chose de Noël. Oui. Le Devoir titrait « Comment l'Australie a sauvé Noël ». Oui. Il y a aussi un excellent épisode du Today Explained, ce podcast un peu inégal de la chaîne Vox, mais celui-là était vraiment très bon. « How Melbourne Eradicated COVID ». Oui. Et il y avait l'épisode de découverte, juste pour en rajouter une couche, de ce dimanche, donc le 7 février, qui touchait entre autres à l'Australie. Et donc, moi, j'ai préféré vous préparer une petite sauce australienne pour accompagner mon poulet. C'est l'histoire finalement de la 2e vague, mais la version vécue par l'État de Victoria, donc en Australie, où se trouve la ville de Melbourne. Oui. Donc la première vague a été relativement bien gérée, assez peu de morts, un bon pic, mais après ça terminé. Mais eux ont eu l'avantage, un peu comme la Nouvelle-Zélande, de fermer leurs frontières complètement. Oui, et d'être une île.
Ben oui, en même temps, c'est une ciboire de grosse île. Si ça avait mal été d'un côté de l'île, c'est assez gros pour que le virus se promène à gauche, à droite, puis qu'on s'en débarrasse pas comme dans n'importe quel gros pays. Mais la réaction rapide a fait toute la différence. Par contre, comme un peu partout, la deuxième vague s'est fait attendre. Et donc, juin, juillet, où les cas se sont remis à grimper, donc particulièrement dans l'État de Victoria. Et là, c'est devenu assez menaçant. Je fais un petit parallèle, Fred. Au Québec, entre septembre et novembre 2020, on a multiplié le nombre de nouveaux cas par jour de 7. On a fait 7 fois plus de nouveaux cas par jour en un mois. Si on prend un mois de distance, oui. Donc, on avait une bonne pente. C'est pas une pente exponentielle, mais c'est le genre de pente qu'on ne voulait pas voir. Et un petit peu au même moment, au mois de juin. Non, mais attendez. Vous dites à chaque jour fois 7? Non, en 30 jours. Là, ah oui, OK. À partir du jour 1 jusqu'au jour 30. On a fait x7 OK, je comprends. Au Québec. Et dans une pente un peu semblable, là, au début de la deuxième vague, en Australie, on avait 37 cas une journée et un mois plus tard, on tapait le 453 cas. On était dans le x12 en un mois. Donc, c'était un plus petit nombre de cas, mais la pente, qui veut tout dire dans le cas d'une pandémie, était beaucoup plus abrupte. La grosse différence, c'est que l'État de Victoria, Fred, était, mal barré, mais la table était mise parce que l'État s'est préparé entre les deux vagues. Et pour nous, ici au Québec, ça peut sembler bizarre. Hein? Oui, c'est bien bizarre, ça, se préparer. Utiliser un entre-deux vagues pour préparer la deuxième vague, ouf! Mon Dieu, on est dans un univers un peu différent. Oui. Et là, ce qui est arrivé, Fred, c'est quand la deuxième vague a attaqué, il y avait des mesures de préparer et le plan pour sauver l'Australie, c'était pas la vaccination, c'était vraiment des mesures. Et attention, Fred, vous allez tomber en votre chaise. Je peux brasser la sauce un petit peu. Ça commence à sentir. C'était les mêmes mesures qu'ici, Fred. Pas de différence. La distanciation sociale, limitation du nombre de contacts, le masque un peu partout. Mais il y avait un plan en arrière. Et Fred, ce qu'on a fait, c'est embauche massive en santé publique, accumulation de réserves de tests, beaucoup plus d'enquêteurs pour le traçage de contacts. Et surtout, un plan très précis de quelles mesures entrent en action à quel moment. Et pas en fonction de la date, évidemment, mais en fonction des statistiques, en fonction des données publiées par l'État. Et quand ces limites-là ont été atteintes, paf, les mesures ont été enclenchées. Tout le monde était prêt, la population le savait. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a été un confinement sévère qui a duré plusieurs mois. Donc, les citoyens devaient sortir que pour des raisons essentielles. Ça ressemble un peu à notre temps des fêtes. Porter le masque en permanence, rester à moins de 5 km de leur domicile en tout temps, respecter un couvre-feu, commerce, école, presque tous fermés, des amendes salées, donc ça ressemble un peu à au pire moment de notre confinement à nous, mais en gros, Fred, 3 mois de confinement sévère, unilatéral, un peu de protestation, mais semble que le message était si clair et que les gens savaient tellement à quoi s'en tenir que finalement la protestation est restée assez limitée. Vers la fin, il paraît qu'il y a du monde qui était bien tanné, mais comme on approchait des objectifs qui avaient été ciblés par la santé publique, la question c'était quand est-ce qu'on arrête le confinement? Et ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, ça, parce que nous, on se fait dire on confine. Puis là, ça s'arrête pas mal là, les prédictions. Puis là, si on demande quand est-ce que tout ça va arrêter, ben ça va dépendre. Il y a toutes sortes de paramètres. Et puis, de la semaine prochaine, on va vous annoncer quels paramètres on va regarder pour. C'est ça. Quel paramètre c'est un peu flou. Qu'on ne connaît pas et qu'on nous donne tout à coup puis dont on ne nous reparle plus jamais après. La santé publique là-bas en Australie, Fred, a déterminé avec une équipe internationale pluridisciplinaire et tout ça entre les deux vagues. Ils ont statué que le déconfinement, Fred, serait possible avec seulement 5 nouveaux cas par jour pendant 2 semaines. Et là, on parle d'un État de Victoria qui a 6 millions d'habitants. Alors, est-ce qu'on s'entend que pour redescendre de leur sommet à 700 cas par jour, à 5 cas par jour, il faut que ton confinement, tu retiens ta respiration longtemps. Et considérant qu'ici, on vient tanner pas mal vite, puis on a de la misère à pas aller au bingo, comment ça fait qu'eux autres ont réussi? Et là, ce qui est intéressant, Fred, c'est quand les mesures ont été mises en place... Godefroy, j'ouvre une parenthèse, si vous permettez. Allez-y. Petite question météorologique. Le climat
présentement, ou à l'époque, parce qu'il y a quand même ça ici. Hein. Si on avait accès à nos cours, pour ceux qui en ont, entre autres, bon, là, on est en hiver, tout est fermé, les portes, les fenêtres fermées, on est encabané vraiment. C'est pas le même confinement que quand vous avez 20-22 degrés en hiver et que vous pouvez aller sur le balcon, travailler sur votre... Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Tout à fait. Ici, c'est plus difficile. Donc, on a moins d'options à l'extérieur, mais quand on se fait dire de rester à 5 km de chez soi, il n'y a pas grand visite de possible, à moins d'être bien chanceux. Ça, c'est intéressant, ça, comme mesure. Oui, c'est très intéressant, Fred. Puis l'affaire, c'est qu'une fois que tu embauches beaucoup de monde pour le traçage de contacts, c'est sûr, quand tu as 700 nouveaux cas par jour, il n'y a pas un pays qui est capable de suivre le compte. Mais une fois que les méthodes mises en place commencent à porter fruit, et là, les ressources disponibles en dépistage et en traçage commencent à avoir un véritable impact. Et là, eux autres, ce qu'ils ont fait, quand ils ont commencé à avoir un peu de marge de manœuvre, ils ont fait du dépistage massif, dont une partie aléatoire. Donc, ils rentraient dans une zone X, puis là, ils testaient, ils dépistaient tout le monde. Ce qu'on fait toujours pas au Québec. Absolument pas, mais ici, on est débordé complètement depuis le mois de novembre. Les tests rapides auraient pu servir à ça. Mais là, je ne parle même pas de test rapide. Il y avait une portion de test rapide, mais le principe, c'est de se dire... ce que je veux dire, c'est qu'on ne teste que les gens qui ont des symptômes, encore aujourd'hui. Là. Absolument. Et c'est une pandémie, Fred, qui se définit par, depuis le début, ce côté exceptionnel de la transmission par les asymptomatiques. Ben oui. Alors, on a un problème. Oui. Mais donc, eux autres, Fred, je vous donne leur truc à eux, là, le truc de cette fameuse sauce australienne, dépistage massif. Et une fois que les taux sont rendus tellement bas que là, on se dit, écoute, on va arrêter de faire du dépistage au hasard n'importe où. On dépiste, on fait de l'échantillonnage, Fred, dans les égouts de la ville, en fonction des quartiers. Et là, alors que sur le radar, il n'y a presque plus d'éclosion, plus de nouveaux cas, les gens ne sont pas malades. Donc, il faut que les gens soient malades pour qu'on s'en rende compte ou presque. Mais là, quand les échantillonnages de certains quartiers dans les égouts semble montrer une recrudescence, bien là, on retourne faire des tests dans cette région, des tests préventifs. Et tout ça fait, Fred, qu'au mois d'octobre, on a réussi à isoler assez de monde malade, on a réussi assez de prévenir des nouvelles éclosions en isolant des gens asymptomatiques avec tous ces tests. Eh bien, on est resté en octobre 2 semaines sous la barre des 5 nouveaux cas par jour. Et en octobre, le confinement australien a commencé à relâcher exactement comme il l'avait annoncé. Ouais. Et ils ont déconfiné dans l'ordre de ce qu'ils avaient dit. Ouais. Et là, ce qui est arrivé, Fred, c'est qu'ils sont arrivés à Noël, eux autres, avec des droits de faire des parties de 40-50 personnes, des spectacles à l'extérieur. Les gens ont le droit d'avoir de la visite. Je crois que c'est 10 personnes à l'intérieur et 50 personnes dans leur cours. Ah. Mais 10 personnes à l'intérieur, Fred, j'en prendrais bien. Oui, entre nous, là, je serais bien content. L'indice de confiance des consommateurs, au moment où le podcast avait été produit en novembre, était à son plus élevé en Australie depuis novembre 2013. Ah ouais. Ça veut dire une économie qui a de l'élan. Oui, c'est ça, OK, voilà. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Et à ce jour, Fred, l'économie australienne, l'activité humaine, la vie sociale est repartie pour de bon. Donc, depuis novembre, Fred, là, on a du 5 cas, 10 cas par jour, une petite pointe à 23, un petit confinement local. Et là, ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et le taux de vaccination? Parce qu'il y a quand même ça qui est important à savoir. C'est effectivement important, Fred. Sauf que eux autres, ils ont pas aplati la courbe, ils ont annihilé la courbe en novembre. Et donc, c'est sûr et certain qu'il n'y a personne en novembre qui était vacciné en Australie. Ça a dû commencer comme ici. Vous comprenez qu'ici, c'est ce qu'on aurait... En fait, c'est l'approche, c'est qu'on attend le vaccin, dans le fond. Absolument. Et toutes les mesures qu'on prend, c'est pour contenir le virus en attendant les vaccins. Fred, vous avez bien compris. C'est vraiment la grande différence. C'est que là-bas, on a fait le choix. Un peu comme, tu sais, la Suède avait une approche originale. On en avait parlé, on avait dit, tiens, ils ne pensent pas comme les autres. Oui. Ça n'a finalement pas fonctionné. Non. Mais c'était quand même bien un plan de la santé publique qui a été suivi. Bien là, l'Australie en a eu un autre qui est survenu 4-5 mois plus tard et peut-être plus d'expérience. Et l'expérience suédoise a peut-être aidé l'australienne. Malheureusement, je n'ai pas un autre rond pour faire une sauce suédoise, mais celle-là, on l'a faite il y a 6 mois et elle a collé. Mais Fred, donc un réel plan, bien communiquer à la population, des règles limpides, surtout des objectifs précis à atteindre, ça permet une motivation commune qui est proposée à la population. Et là, Fred, pour résumer tout ça, je vous propose l'excellent podcast du Today Explain. C'est le journaliste Dylan Scott qui nous explique un peu pourquoi ça a fonctionné. Yeah, there was nothing particularly novel about what Victoria did. They just committed
to the plan that works. And they communicated to the public what they were doing, why they were doing it, and what could happen if they saw improvements. If you're telling people like, look, we can go back to having businesses open if we hit these certain case thresholds, then I think that gives people a lot of motivation to follow the rules, right? You need to give people something to work towards. You can't just tell them we're going to lock down for 6 weeks and see what happens. You got to give them a goal because, that's just human nature, right? On fait pas ça, Fred. Mettre les gens en confinement puis leur dire on se reparle dans 30 jours. On peut juste pas faire ça. En tout cas, il y a des endroits qui le font. Et qu'est-ce que ça donne? La population fatiguée. Ça donne le Québec. Ça donne le Québec, Fred. Moi, j'ai entendu ça. Allez-y. Mais je veux savoir, est-ce que vous savez si les autorités de santé publique en Australie s'adressaient aux Australiens comme si c'était des petits-enfants? Je crois, Fred, je ne les ai pas entendus. Sûrement qu'il devait avoir un accent assez sévère. Donc, les enfants n'auraient pas compris. Vous n'aurez plus le droit de faire des blagues d'accent. Non, mais parce qu'il y a ça aussi. Des fois, je trouve que... je sais qu'on dit collectivement, les gens, mais de pas tout expliquer en point de presse, c'est arrivé plusieurs fois. Là, on ne rentrera pas dans les détails parce que c'est compliqué. Le docteur Arruda faisait ça quelquefois. On dirait que ça donne pas le goût de continuer à écouter. Eh bien, sans moi les avoir écoutés directement, ce que ce journaliste-là, Dylan Scott, affirmait, c'était justement que les plans avaient été rendus publics, détaillés, expliqués, et que sinon, ça n'aurait sans doute pas marché. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est pénible de rester confiné 3 mois. Ouais. Les écoles fermées 3 mois, c'est long. Et donc, rappelons-nous, juste avant Noël, il y avait un contrat moral. Ça n'a même pas duré 10 jours, je pense. Ils ont refait un point de presse pour dire que ce qu'ils venaient d'annoncer, ça ne fonctionne plus parce que là, ils ont des nouvelles données. Je veux dire, c'est ça. Ça fait qu'on les écoute avec un gros grain de sel dans les oreilles. Moi, j'aime bien, Fred, constater qu'une administration solide, que ce soit un hôpital, un pays ou un CPE, ça existe. Moi, ça m'impressionne, ça me fait plaisir. Oui. Et donc là, j'ai l'impression d'être face à une gang qui était solide, qui avait un plan et qui n'était pas simplement à la recherche d'agilité. On en a parlé vraiment souvent ici, la fameuse agilité des entrepreneurs, c'est-à-dire être capable de se retourner sur un dixaine. C'est que si tu donnes des objectifs à la population et que tu fais des engagements, que tu prends des engagements, si vous réussissez à faire telle chose, moi, j'ouvre telle partie de l'économie, c'est qu'en quelque part, tu t'enlèves une marge de manœuvre. Mais tu deviens transparent et tu deviens sans doute, à la longue, plus compréhensible. Moi, quand j'ai vu ça, Fred, que ça s'était fait en Australie, j'ai vu la lumière et c'est un peu ça qui a structuré un peu la lettre que j'ai écrite au Devoir, qui a été publiée en janvier. Et je ne vous l'avais pas dit, mais j'ai aussi écrit à notre premier ministre pour lui parler de ça. Oui, parce que je me disais, j'ai peur, M. Legault, que vous commenciez à déconfiner au début de février. Et bon, il n'a peut-être pas compris exactement ce que je disais. Il a peut-être compris que je lui demandais de déconfiner en février. Mais Fred, ça me fait repenser à quelque part cet été. Moi, j'avais l'impression, Fred, que le scénario obligatoire de la COVID, c'était confinement, baisse de cas, mais là, économie en danger, donc relâchement, mais inévitablement avec le relâchement, nouvelle hausse et qu'on allait faire du yo-yo comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse immunité vaccinale ou encore, peut-être, dans certains pays, l'immunité... mais Fred, mes 2 vecteurs de maladie arrivent de l'école. Je vais aller leur ouvrir. Ah oui? Alors oui, les 2 vecteurs de maladie de Godefroy sont bien sûr ses 2 petits enfants. Filles et garçons, que je connais un petit peu, mais pas tant non plus parce que la pandémie nous empêche de nous voir. Et on va attendre. Il y a la petite Xenia et le petit Mathias qui reviennent guillerets de l'école puisqu'on enregistre cette... je suis là, Fred. Mais 14h20, il arrive tôt. Le jeudi, c'est la journée où les enfants finissent tôt. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Depuis qu'ils sont au primaire, le jeudi, ils arrivent très tôt. Donc, quand ils étaient petits, c'était un peu compliqué. Maintenant qu'ils sont rendus grands, je les envoie dans l'usine à souliers au sous-sol et ils sont très productifs. Oui. Ouais. On est agile, nous aussi. On fait rouler l'économie. Mais donc, Fred, c'est ça, le scénario que j'avais en tête, Fred, c'était justement un yo-yo, confinement, déconfinement, jusqu'à ce que la vaccination arrive finalement. Ouais. Sauf que là, ce qu'on comprend, Fred, avec l'exemple australien, qui n'est pas un exemple théorique, c'est un véritable exemple d'un pays de 26 millions qui a réussi à atteindre l'objectif de suppression, Fred, du virus. Ouais. Et c'est pas comme si ça faisait 2 semaines et demie.
Là, ça fait depuis le mois de novembre que ça se maintient et on comprend que d'avoir toutes ces ressources en santé publique disponibles pour gérer 7 nouveaux cas par jour, c'est pas du tout la même chose. Et donc, contrôler ce virus-là, Fred, la sauce à la suppression du virus peut fonctionner. Et ça, j'avais pas compris ça, Fred, j'avais pas anticipé. Et là, maintenant, ça fait partie de mon paysage mental. Là, je voulais vraiment que nos auditeurs comprennent. C'est pas parce que les Australiens ont un sens de la communauté complètement différent du nôtre, comme certains pays orientaux peuvent l'avoir. Ouais. L'Australie, c'est un pays qui peut, à bien des égards, ressembler aux États-Unis, ressembler au Canada. Et voilà. Et donc, eux, ils ont réussi à faire ça. Mais là, Fred, ça sent vraiment de plus en plus bon, mais j'ai une deuxième sauce à préparer, Fred. Oui. Pour accompagner ce fameux poulet. Et là, c'est une sauce un petit peu plus rock'n'roll, Fred. C'est la sauce, peut-être pas rock'n'roll, mais un peu plus samba. Oui. C'est la sauce brésilienne, Fred. Ah, oui. Ouais, la sauce brésilienne qui est dans une autre casserole un peu plus légère ici. C'est la sauce, en fait, Manaus. Est-ce que vous connaissez la ville de Manaus au Brésil? En fait, je ne connais pas personnellement la ville de Manaus, mais si je ne m'abuse, c'était pas la ville d'origine de Suba, qui était cet artiste qui faisait de l'électro... musique... Bossa Nova, un peu électrique, électronique, qui est décédé. Qui est décédé très jeune. Je crois qu'il venait de Manaus. D'ailleurs, il y a une chanson de Suba, si ma mémoire est bonne, qui a le titre Manaus dedans. Je vais aller vérifier pendant que vous nous vous poursuivez. Fred, Manaus, c'est une ville que moi, je connaissais de nom, mais c'est assez fantastique. C'est une ville qui date, qui a été fondée par les Portugais au 17e siècle et qui est une grosse ville de 2 millions d'habitants dans le nord-ouest du Brésil, mais c'est une ville entourée de jungle. Oh. Et donc, c'est une ville très, très particulière où il y a, semble-t-il, des édifices patrimoniaux absolument extraordinaires. Mais elle a aussi une particularité, c'est que son président à cette ville-là, comme le reste du Brésil, s'appelle Jair Bolsonaro. Oh oui. Et lui, il partage avec M. Trump le fait d'avoir laissé le virus entrer dans son pays. J'ai cherché une métaphore comme un rotoculteur dans une belle terre noire. C'est-à-dire, il n'y a pas grand résistance. Les lames rentrent dans la terre, font exploser les mottes. Fred, le virus est rentré dans la ville de Manaus. Je me rappelle quand on préparait les épisodes au printemps passé, à l'été passé, j'entendais parler des statistiques du Brésil, mais je n'avais pas lu là-dessus. Et là, je comprends, Fred, ça a fessé pas drôle à Manaus. Il y a eu 3400 morts déclarés. Okay, donc, c'est pas tant que ça, Fred, quand on y pense pour une ville de 2 millions, si vous pensez ce qu'on a eu au Québec puis à Montréal. C'est une ville qui est excessivement jeune. Donc, la moyenne d'âge est très, très basse et donc, ça les a aidés un peu. Mais ça a été une catastrophe et c'était un bel exemple. Donc, pensez au rotoculteur qui rentre dans la terre d'une absence totale de mitigation. Donc, ceux qui rêvent d'une population exposée massivement au virus et pour laquelle on peut espérer une immunité. On pourrait parler d'une sauce un peu Barrington, Great Barrington. Oui. C'est un bel exemple donc d'une ville qui s'est fait vraiment fesser dans le tas par la première vague. Donc, trauma, fosse commune creusée à la pelle mécanique. C'était une catastrophe. Ça fonctionne pas, ça, la déclaration Je pense que la déclaration fonctionne. Écrire la déclaration de Barrington, suggérer l'idée qu'il faut laisser circuler le virus, ça se fait. Ça, c'est vrai qu'on peut le suggérer. Par contre, l'exemple de Manaus, c'est vraiment très intéressant. On espérait, je lisais là-dessus aujourd'hui, mais sur ce qui était écrit au mois de juin, au mois de juillet, Manaus allait peut-être nous servir d'exemple de ce qui pouvait arriver à une ville qui avait réussi à atteindre l'immunité. Et là, oh là là, bonne nouvelle, 76%, Fred, de la population avait été exposée au virus. Alors, est-ce que je peux vous dire que c'est le symptôme d'une ville où ça n'a pas bien été? Quand vous pensez à... Quand on regardait à Montréal au printemps passé, après la vague, on était rendu à 3, 4, 5%. Et là, 76% de la ville avait... Ce sont des estimations, mais qui ont été faites quand même à travers les donateurs de sang. Donc, c'est pas à peu près. Là, c'est des chiffres assez précis pour qu'on l'avance. Et là, ce qui est arrivé, Fred, c'est que, vous savez qu'on en a parlé cet été aussi, il y a une certaine limite à partir de laquelle, justement, c'est l'immunité de population. Il y a une certaine limite
si votre population atteint cette limite-là, c'est-à-dire s'il y a 50%, 60% de la population qui est immunisée contre la COVID parce qu'elle l'a déjà attrapée, bien, cette partie de la population-là fait que le virus se promène beaucoup moins aisément et cette partie de la population protégée par ses propres anticorps devient le bouclier qui fait que nos personnes âgées, les personnes plus fragiles sont protégées. C'est toute la théorie de l'immunité de population, c'est ça. Oui. Est-ce que vous avez une idée dans votre tête là, de ce qui avait été avancé pour la COVID? On visait combien à peu près? Selon mon souvenir, on avait visé 70% de la population. Exactement. Moi, ce que j'avais lu, c'était 50%, 60%. Ouais. Et pour vous donner un exemple, la rougeole, qui est cette fameuse maladie extrêmement contagieuse, pour que la population immunisée puisse protéger le reste de la population, il faut que 90% de la population soit protégée. Ouais. Donc, on n'est pas là-dedans avec la COVID, mais en tapant 76% d'immunité mesurée dans la population, c'est-à-dire présence d'anticorps spécifiques à la COVID, on s'imaginait qu'on allait avoir une belle résistance à la deuxième vague. Eh bien là, voilà, deuxième coup de rotoculteur, Fred, dans le tas à Manaus. Ça a commencé septembre, novembre. Il y a des scientifiques qui ont dit, attendez, là, la courbe remonte comme si on était en première vague, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a eu certaines vagues idées de politique de confinement totalement inapplicables. Trop de gens travaillent au noir là-bas, trop de gens ne peuvent pas arrêter de travailler, espérer avoir de l'aide du gouvernement. Bref, on s'est ramassé encore une fois dans une scène catastrophique, 200 morts par jour en janvier cette année. Donc, des gens qui s'imaginaient protégés ont commencé à voir du monde mourir à tour de bras. Des réserves d'oxygène, Fred, dans les hôpitaux qui sont tombées à zéro. Alors, ce que ça veut dire, c'est que tous les gens branchés sur l'oxygène, donc qui en ont besoin pour survivre, en 30 minutes, j'ai lu des articles qui donnent vraiment froid dans le dos, 30 minutes, 1 heure, tous ces patients-là décèdent en même temps dans l'hôpital. Des bébés prématurés qui ont des besoins en oxygène, justement, évacués d'urgence. Donc, comment est-ce que c'est possible, Fred, après, quand on avait 76% de gens qui avaient déjà attrapé la COVID, et on l'entend, les cas de réinfection sont excessivement rares, l'immunité devrait durer plusieurs mois. Eh bien voilà, des réponses apportées, entre autres par le Guardian, un article que j'ai lu, et aussi un autre podcast parallèle du Science Weekly qui appartient au Guardian. 4 hypothèses, Fred, que vous auriez pu retrouver dans la presse aussi, parce que Manaus a fait beaucoup jaser, quand même. Là, cela dit, Marc-Claude Ortiz s'est entretenu la semaine dernière, je pense, avec un des initiateurs de la déclaration de Great Barrington. Donc, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu ça dans la presse. En tout cas, on aurait eu dans un autre article, mais elle a été un petit peu dénoncée sur les médias sociaux à cause de ça. Oui, parce que c'est ça. C'est un médecin, je pourrais retrouver son nom, là, mais qui disait que les mesures du gouvernement Legault étaient trop contraignantes, puis qu'il fallait... En fait, tous ceux, souvent, qui disent qu'il faut sous-peser les impacts psychologiques dans la population, c'est souvent... Il y en a plusieurs qui sont jamais très, très loin de Great Barrington, mais c'est ça, c'est que ça ne fonctionne pas. Fred, j'aurais pas pu le dire avant d'avoir lu l'histoire de Manaus. Ouais. Et là, l'histoire là-dedans, c'est qu'il y a 4 hypothèses pour lesquelles une immunité à 76% n'aurait pas été suffisante. Et on s'entend... 76%, il n'y a pas grand ville au monde qui a attrapé une... Ben non. On avait un échantillon intéressant. Très intéressant, puis toute la planète surveillait, et quand on a vu les gens, quand on a vu les pelles mécaniques recommencer à creuser des fosses communes, le bad trip était complet. Donc, première hypothèse, Fred, 76% d'immunité, c'est une estimation, et peut-être qu'on s'était trompé. Donc, c'est possible que ce n'était pas 76, c'était peut-être 41%, évidemment. Mais les chercheurs qui écrivent là-dessus en doutent beaucoup. Parce que dans le fond, ce sont des résultats de traces d'anticorps présents réellement dans le sang des gens qui ont donné. Et on savait que les anticorps finissent par disparaître, mais il reste encore les cellules mémoire qui peuvent reproduire. Et on avait estimé que si on avait 40% de la population qui avait effectivement des anticorps, en réalité, il devait en avoir jusqu'à 76%. Bref, ce qui avait été utilisé comme méthode d'estimation, les gens ont très confiance là-dedans. Donc, cette hypothèse du 76% erronée existe, mais peu crédible. Un autre élément très important, là, je ne vous surprendrai pas, ce sont qu'à Manaus, il y avait 2 variants. Alors, 2 variants nouveaux genres dans cette seconde vague-là. Donc, évidemment, par définition, plus contagieux, c'est pour ça qu'ils s'imposent. Et pour être protégé par l'immunité collective, le seuil d'immunité collective, si le virus qui circule est plus contagieux, c'est comme si on prenait le curseur
de la limite d'immunité nécessaire pour protéger la population et qu'on le tassait. Oui. Il n'est plus à 60, 70, peut-être qu'il est monté à 80, 85. Et donc, l'immunité à 76, qui était bel et bien là, n'était plus suffisante pour servir de bouclier aux 25% de gens non immunisés. Oui. Donc, deux nouveaux variants plus contagieux qui déplaceraient le curseur et donc pour atteindre... Mais ça, ce que ça veut dire, Fred, c'est que si ces variants-là arrivaient ici, on ne parlerait pas d'immunité de population naturelle, mais si la population est vaccinée, mais que là, le virus qui rentre est beaucoup plus contagieux, bien là, peut-être qu'au lieu que notre population soit résistante à partir de 60-70%, peut-être qu'il faudra pousser plus loin. Oui. Et là, tu as bien du monde, bien des gens qui disent, écoute, avant qu'on ait 90% de la population vaccinée, là, ça se peut que ça prenne longtemps. Et on ne sait même pas... En fait, je pense qu'on ne sait même pas... Non, mais je veux dire, on ne sait même pas si cette immunité-là va nous protéger d'une nouvelle infection. Parce qu'il y a eu des cas aussi en Asie, entre autres, de gens qui avaient déjà attrapé la COVID qui l'ont attrapé une deuxième fois. J'ouvre une parenthèse, c'est Jay Bhattacharya. C'est ce professeur, en fait, on le présente dans le texte de Marc-Claude Lortie, professeur chercheur en médecine de l'Université de Stanford, qui ne dit pas juste de la boîte, là, on s'entend, mais c'est un des initiateurs de cette déclaration-là, qui, dans le fond, est très, très libertarienne dans son esprit, c'est-à-dire qu'on laisse les gens qui sont capables de toffer le virus, de l'attraper, de travailler, de faire ce qu'il y a à faire, et on protège les faibles. Et on va en échapper, évidemment. Alors, parce que pendant qu'on parle de tous ces taux d'immunité collective, il y a des gens qui meurent aussi en attendant qu'on aille les bons taux. Faut quand même pas l'oublier, là. C'est ça. Donc, il y a bien des gens qui disent l'idée est peut-être séduisante à grande échelle, mais le côté drame humain, le coût de la sauce Barrington est très, très élevé et le résultat n'est pas tout à fait garanti. Non. Fred, troisième élément, c'est que l'immunité engendrée par une première infection qu'on estimait peut-être à 6 mois, 7 mois. On avait des indices, on disait, bonne nouvelle, je l'ai lu ça, bonne nouvelle, l'immunité dure au moins 6 mois. Ouais. Ben, peut-être que les tests qu'on a fait dans l'été 2020, qui sont arrivés avec 76% de la population, c'était peut-être vrai que 76% à un moment donné étaient immunisés, mais rendu au mois de février 2021, au mois de janvier 2021, ben, cette immunité-là avait baissé, très envisageable. Donc, encore une fois, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'attraper une fois et on est protégé pendant que la vague passe, mais une fois qu'elle s'en va, si elle revient 6 mois, 8 mois après, potentiellement, on pourrait la rattraper. Une autre et dernière hypothèse, Fred, celle-là, le nouveau variant sud-africain, également appelé le fameux variant de Barrault, parce que c'est celui qu'on a retrouvé en Abitibi. Alors évidemment, il ne vient pas de Barrault, mais il ne vient sans doute pas non plus d'Afrique du Sud. Il s'appelle comme ça. Oui. Barrault, qui n'est pas très loin de Rochebeaucourt. Effectivement. Le village de Loris-la-Lancette et de Danny. J'ai failli dire ça, mais je ne voulais pas que Danny fasse le saut quand j'allais parler de son patois, son patelin. Mais donc, Fred, ce fameux variant-là, ça a été découvert en laboratoire. C'est pas chez les humains, mais en laboratoire. Il y a eu des événements d'échappatoire. C'est-à-dire qu'on a vu dans des cellules humaines, mais à l'extérieur de corps humain, que le virus en question échappait aux anticorps de la version originale. Et donc, si c'est un de ces variants-là qui s'est développé, qui s'est propagé à Manaus, ce qui est très possible, eh bien, c'est tout simplement peut-être que l'immunité acquise par 76% de la population, mais finalement, n'était pas adaptée à ce nouveau virus-là. Ouais. Donc, Fred, vous avez 4 raisons différentes pour lesquelles, on ne sait pas exactement dans quel, c'est peut-être un mélange des 4 comme d'habitude, mais ce qui fait que le résultat, c'est qu'on a une ville qui a été ravagée 2 fois plutôt qu'une, alors qu'elle pensait pouvoir être protégée par l'unité de masse. Alors, ce que je vous disais, c'est une sauce un peu plus olé-olé. Oui. La sauce brésilienne. Ça sent bon quand même dans ma cuisine, mais là, j'ai 2 sauces qui chauffent en même temps. Je ne veux pas que ça brûle. Je vais aller brasser un peu la sauce brésilienne pour être sûr. Non, ça va. Je suis allé voir les cas en Australie, Godefroy. On est 6 nouveaux cas. Ah, c'est un peu stressant. Nombre de morts au total, 909. Au total, depuis le début, dans un pays de 26 millions c'est plus que 10 fois moins qu'au Québec. Ouais. Même si on s'en sort bien, si je reprends les propos de François Legault, oui, c'est vrai qu'au Canada, on est les pires, mais on se compare mieux qu'aux États-Unis. Alors, c'est pas si pire. Ouais. Fred, voilà. J'ai un poulet à vous cuisiner, mais là, j'ai mes 2 sauces. Et je vous rappelle, j'ai la sauce plus wild, qui est la sauce brésilienne, qu'on pourrait appeler, Fred, la sauce Barrington. Oui. Très, très goûteuse, très intéressante pour plusieurs personnes, mais qui demande un sacrifice énorme et qui peut-être, finalement, ne donnera pas grand-chose à mon poulet. Et qui fait mourir des gens.
Absolument. C'est pas ce qu'on veut d'une sauce, Fred. On veut que ça goûte bon. Voyons. Et tu as la fameuse sauce à la saveur de suppression. Oui. Et je vous avoue que dans ma cuisine, ça sent plus la suppression en ce moment que la mort. Oui. Tout simplement. Et ça, mon poulet serait peut-être pas d'accord parce que lui, il est mort. Il est un petit peu mort. Mais Fred, ça vaut la peine d'y penser un peu. Et quand on pense dans ma métaphore de cuisine, on met ça sur le rond en arrière, on laisse ça chauffer et ça veut dire qu'on y repense. Mais là, mon idée principale, Fred, l'idée d'aujourd'hui, puis évidemment, je m'en vais pas, vous me voyez venir un peu avec tout ça, je m'interrogeais depuis des mois sur la façon que notre gouvernement Legault et tous les autres dans le monde ont, quels moyens ils mettent en place pour que les mesures qui fonctionnent, qu'on sait qui fonctionnent, elles ont été utilisées ailleurs, pour passer le message et que les mesures soient appliquées. Qu'on y adhère. Ou que ça ne fonctionne pas. Et moi, je réfléchis beaucoup à ça, Fred, parce que je suis super docile. J'ai pas eu besoin. J'ai pas eu besoin, Fred, de me faire expliquer 50 fois que c'était pas cool d'être une infirmière en 2020, en 2021. C'est pour eux autres que j'ai même pas peur pour vrai pour mon père. Tu sais, il est à risque. C'est une statistique, mon père. Mais on serait bien malchanceux que ça tombe sur lui. C'est pas pour lui que je fais attention. C'est pas pour ma mère non plus. C'est pour l'ensemble des aînés. Bref, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Et quand je constate qu'il y a du monde qui faisait des parties pendant les fêtes, des gens qui vont dans le sud, oui, les deux bras me tombent. Mais ce que ça me dit, Fred, c'est que je suis pas une bonne personne pour réfléchir à ce qui influence la population, puisque moi, finalement, je suis trop facile à convaincre. Mais j'ai trouvé mon interlocuteur, Fred, dans un article du Devoir du 29 janvier. 41%, Fred, des Québécois symptomatiques et des Québécois ayant eu des contacts directs avec des cas avérés. Donc, des gens qui auraient vraiment dû se faire tester. Des gens qui ont des symptômes et ou qui étaient à côté, qui ont été en contact avec des gens vraiment malades. 41% de ces personnes ont affirmé à un sondage de l'INSPQ, une enquête, ne pas être allé se faire tester. Et tout ça, Fred, presque la moitié de ces gens-là, dans le plus sévère de notre confinement, juste après les fêtes, on était confinés, on avait un couvre-feu d'en face, Fred. Et ces gens-là pesaient le pour et le contre et se disaient, j'irais pas me faire tester pour des raisons qu'ils jugeaient légitimes dans leur tête. Là, les raisons qui étaient décrites dans le Devoir, c'était les symptômes sont partis et c'est pas nécessaire. Alors, moi, je lis ça et je me dis, voyons, si boire de Vera... Oh, attention, ma petite sauce ici. Ouf, un petit peu chaud. Je ne veux pas perdre ma sauce australienne. Hein. J'avoue que là, je ne veux pas la lâcher. Mais dans l'article, on parlait avec Kim Lavoie, qui est une chercheure, et elle commentait justement ce degré d'adhésion ou pas des mesures proposées qui ne sont pas des mesures saugrenues. Et elle, c'est une spécialiste en médecine comportementale, directrice du Centre montréalais de médecine comportementale. Elle est titulaire aussi d'une chaire de recherche au Canada dans ce domaine-là. Je me suis dit, coudonc, ce serait une interlocutrice de rêve pour lui poser des questions. Et Fred, j'ai utilisé votre poids médiatique pour relancer ce laboratoire-là, leur dire est-ce qu'il serait possible de parler à cette dame. Et j'ai eu une entrevue, on avait préparé 15 minutes, finalement on a parlé 45 minutes. Je l'ai enregistré, j'ai même des extraits et c'est là que toute ma saveur du poulet à l'influence apparaît. Alors, en gros... Là, vous me dites que la balado a un certain poids. Absolument. La balado, j'imagine, mais c'est surtout vous, Fred. Je pense que c'est votre nom, votre prestance. OK. Votre influence. Ça commence à sentir le brûlé, là. Oui, ça, c'est la sauce Barrington qui... Elle a changé de couleur. On l'a tassé un petit peu. Je pense que c'est la poignée. C'est votre demi-glace de lichage là, qui commençait. Oui. Donc, je pense que ça finira même pas en demi-glace. Ça va. Bon. Fred, la discipline de cette personne-là et de son laboratoire, et donc la science de la médecine comportementale, c'est à la croisée de la psychologie, des sciences du comportement et de la médecine. En gros, je ne connaissais pas ça, mais j'ai deviné assez vite ce que c'était, c'est d'utiliser les théories en changement des comportements. Donc, comment transformer un comportement. Donc, on est un peu dans le behaviorisme quand même, mais dans des objectifs de santé publique. Donc, eux autres, le genre d'affaires sur lesquelles ils vont réfléchir, c'est comment s'assurer qu'une population vieillissante prend tous ses médicaments ou fait ses tests d'insuline, ou comment est-ce qu'on peut convaincre une population de cesser de fumer ou d'augmenter son activité physique à tous les jours, ou encore, Fred... De manger des fibres. Aussi, de manger des fibres
d'assurer sa régularité et en même temps de respecter des mesures qui peuvent faire la différence entre 10 000 morts dans un pays et 900. Voilà. Et donc, c'est exactement la personne à qui je voulais parler. Et donc, on s'est parlé assez longtemps. Prémisse à notre échange, on était totalement d'accord là-dessus. Les mesures toutes simples qui ont fonctionné en Australie ou ici, port du masque, attention, port de masque efficace, distanciation physique, ventilation adéquate, aucun rassemblement, confinement si nécessaire, couvre-feu peut-être. Ce sont des mesures qui, si elles sont appliquées, fonctionnent. Le problème, c'est le pourcentage de la population qui y adhère, qui est crucial. Et au Québec, on constatait en novembre, quand on était coincé au plateau de 1002, 1003, puis qu'on montait 1004, 1005, on constatait que ce n'était pas assez de gens, finalement. Peut-être pas beaucoup de monde, mais un nombre suffisant de personnes n'adhéraient pas pour que la situation empire. Et donc, je lui ai demandé, c'est quoi la grille d'analyse que vous utilisez, finalement, pour juger la performance de notre gouvernement par rapport au passage de ces messages, par rapport au... Fred, donne-moi un instant, j'ai un problème de bip, bip, bip. Ah. C'est votre pagette, peut-être. Godefroy qui est non seulement docile, mais qui utilise encore de vieilles technologies comme le pagette. Là, je n'aurais pas allé jusque-là, mais peut-être que Godefroy nous cache un passé où il vendait de la drogue à domicile. Et qu'il suffisait... J'étais en train d'expliquer... Oui, j'étais en train d'expliquer aux gens que vous aviez un pagette. Vous êtes vous êtes docile et que ça expliquerait peut-être un passé de vendeur de drogue à domicile. Peut-être aussi, mais non. Si j'étais encore avec un pagette... On se connaît assez longtemps pour savoir que non. En fait, nous, on appelait des gens avec des pagettes. Ah oui, on ne travaillait pas, nous, on était des clients. Ou en tout cas, on avait des amis qui étaient des clients. Des amis médecins. Très, très efficaces. Les médecins, ils ont des pagettes. C'est vrai. Voilà. Mais Fred, c'est mon deuxième vecteur de maladie qui rentrait, mais par la porte d'en arrière et qui n'arrêtait pas de faire biper le système d'alarme. Fred, je reviens à ma docteur Kim Lavoie, qui m'expliquait que, dans le fond, il y a 3 éléments importants pour qu'un message ait un impact et que les gens acceptent de changer leur comportement. Donc, c'est à travers cette grille-là qu'elle analysait finalement la performance de Legault et de sa gang. Donc, premier élément, puis là, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que Legault et les autres ont bien performé à chacun de ces... Oui, allez-y. Puis ça, j'adore les quiz. Sans être chien, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, la population doit absolument comprendre le comportement qui doit changer. Il peut y avoir plus qu'un comportement, mais il doit comprendre c'est quoi exactement. Qu'est-ce que ça veut dire mettre un masque? Qu'est-ce que ça veut dire voir moins de monde? Et il doit reconnaître aussi l'importance de ce changement-là. Et le principal moyen, c'est assez simple, comme elle disait dans son français, c'est straightforward. Donc, l'éducation, la pédagogie, ça fonctionne assez bien. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Fred, de la performance du gouvernement pour nous expliquer quels étaient les changements qui étaient attendus de nous? Bien, parfois, je pense que parfois, c'était bien, mais c'est que le lendemain, c'était plus bien. Et les directives n'étaient pas claires. Et il y a eu beaucoup de tergiversations. Et je pense que le niaisage du masque l'année passée, là, que le faux sentiment de sécurité, puis que ça fera partie de l'étiquette respiratoire, le docteur Arruda a répété ça, alors qu'on présumait qu'il en manquait, puis c'était pour ça. Alors, je pense que ça aurait été plus simple de nous dire le masque fonctionne, mais il nous en manque, au lieu de dire on n'est pas sûr, Et moi, je pense que ça a beaucoup nuit. Donc, ils n'ont pas été clairs. Donc, ce que vous soulignez, Fred, c'est peut-être un peu d'incohérence, mais un manque de transparence. Oui. Et ça, c'est un élément qu'elle soulignait, que c'était effectivement à travailler. Elle ne parle pas à travers son chapeau, Fred. Elle et son collègue Simon Bacon de l'Université Concordia, si vous écoutez, Fred, l'épisode de Découverte dont je parlais tantôt, du 7 février, vous allez voir, non pas Kim Lavoie, mais lui, Simon Bacon. Et ils sont tous les deux co-directeurs d'un projet mondial qui s'appelle iCare. Je vous épargne l'acronyme. Là. Faites iCare COVID. Et vous allez pouvoir voir, c'est une étude qui s'attarde justement à la facilité avec laquelle certaines populations ont adopté certaines mesures et d'autres pas. Et par rapport à l'information, ce que ces sondages-là à travers le monde ont conclu, c'est que 95% des gens dans les pays savent quels sont les comportements qui doivent être adoptés. Donc, le problème n'est pas de comprendre
ce que ça veut dire puis ce qui est attendu. Donc ça, c'est relativement réussi et un peu partout dans le monde. Si vous regardez les chiffres du Brésil, les chiffres des États-Unis, les chiffres en Italie, les chiffres au Canada, ça n'a pas été suffisant. Donc, il manque d'autres éléments. Un élément très, très important, Fred, c'est est-ce que le changement comportemental dont on a besoin, est-ce qu'il aura des impacts significatifs, positifs ou négatifs sur la vie de la personne qui doit faire le choix? Donc, chaque personne qui décide de mettre son masque ou qui décide d'annuler un souper ou qui décide d'allumer une fin de semaine de hockey à la tuque, comme à chaque année, salut les boys, chaque personne doit peser dans sa conscience à lui, à elle, ce qui va lui manquer après, ce qu'elle perd en choisissant ce choix, mais qu'est-ce qu'elle gagne aussi. Et là, ça me fait penser à moi, Fred, quand je disais que j'étais docile tantôt, ben, j'ai pas très peur pour mes parents. Donc, c'est pas ça que je gagne. Si je respecte les consignes sanitaires, Fred, j'ai pas l'impression tant que ça de protéger mon père pour vrai, puis ma mère. Mais par contre, qu'est-ce que je gagne? Pourquoi j'ai fait ce choix-là si facilement? Ben moi, je pense que c'est peut-être parce que je travaille en CPE ou parce que j'ai une façon de penser qui est plus collective, ça se peut. Tu n'as pas besoin de me dire 3-4 fois qu'il y a du monde en ce moment qui mange leur bas et qui vont le manger pendant des mois dans les hôpitaux pour que je me sente investi et peut-être même coupable. Je me sens coupable de ce qui se passe dans les hôpitaux. Et donc, Fred, laisse-moi aller. C'est important pour moi. Donc, pour moi, là, ça, c'est un plus. Je gagne de la santé mentale si je sais que je participe à sauver ces gens-là. Mais sans juger de ça, Fred, c'est pas vrai pour tout le monde. Ben, c'est tout à fait. Simplement. C'est même pas vrai pour moi. Mais voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que je m'en fous, mais moi, j'ai jamais adhéré à cette idée-là qu'il fallait dire aux gens de mettre le masque pour aider les infirmières. En fait, je comprends que c'est réel, mais j'ai jamais cru que les gens allaient adhérer à ça au Québec, sincèrement. Je pense qu'on aurait dû... C'est ça le problème aussi, peut-être, et peut-être que je me trompe, mais moi, avant tout, je voulais pas l'attraper. Après ça, bien sûr, je voulais pas le donner. Mais je voulais pas être malade. Alors, Fred, on peut tout de suite écouter la principale lacune, selon Dr Lavoie, de la stratégie québécoise face aux mesures sanitaires. Je pense qu'une des plus grosses lacunes en lien avec la stratégie jusqu'à ce jour, c'est peut-être une trop grande emphase sur les bienfaits en lien avec la santé et pas assez d'emphase sur tous les bienfaits qu'on peut en tirer si on réussit à atteindre les objectifs en lien avec la santé. Mais en améliorant la santé, en réduisant la propagation du virus, tous les bénéfices qu'on va en tirer au niveau de l'économie, notre capacité à retourner au travail, notre capacité à retourner aux études, notre capacité de voyager, notre capacité d'avoir des parties et tout. Intéressant. Et voilà. C'est intéressant, certain. Ce que ça veut dire, c'est que des arguments qui m'ont touché, moi, rapidement puis facilement, mais pour d'autres personnes, ça les a pas touchés. Comme vous, Fred, vous êtes votre bilan de ce que vous avez gagné, Fred, en décidant d'adhérer à certaines consignes, peut-être d'autres consignes moins, je ne sais pas, chaque personne a ses choix. Ah non, j'ai tout respecté, mais sauf que je l'ai fait avant tout pour moi, parce qu'en n'étant pas malade, je ne mettais pas la pression, mais c'est pas vrai qu'en premier lieu, je me suis dit, il faut surtout pas que je donne du travail supplémentaire au système de santé. Non, je veux juste pas être malade, je veux pas mourir. Mais Fred, êtes-vous d'accord que les arguments qu'on nous sert depuis le début, c'est ça? Oui. Il faut sauver nos aînés. Oui. Absolument, les gens fragiles. Oui. Et, mon Dieu, c'est un cauchemar dans les hôpitaux. On ne peut pas les laisser. Non, c'est ça. Mais ce sont que des arguments de santé qu'on nous sert. Et bien, ça ne touche pas tout le monde. Donc, première faille. Et je veux juste dire que c'est pas une question de manque d'empathie, là. C'est que nos aînés, là, ça veut rien dire. Moi, les aînés, là, les personnes âgées, c'est ma mère, c'est mes tantes, ça, je les connais. Mais c'est Colombe. Mais oui, mais je la connaissais pas. Vous voyez? Non, mais c'en est une. Chacun, on a tous nos aînés. Non, mais c'est ça. Mais de dire ça là, de façon générique, là, il faut aider nos aînés, ça peut pas fonctionner chez les gens parce que c'est trop flou. C'est trop. Hey, si on avait un esprit si collectif que ça, là, je pense pas qu'on aurait la société qu'on a actuellement. C'est ça. Et donc, c'était très important, Fred, de ne pas s'imaginer qu'on a une autre société que celle qu'on a pour vrai. Voilà. Et donc, la stratégie du gouvernement doit s'appliquer à la vraie société qui a devant lui. Et vous avez toujours dit, Fred, que la CAQ était très habile pour savoir à qui elle avait affaire et de donner au Québec exactement ce qu'il voulait. Oui. Donc, peut-être pas les amener plus haut ou les mener vers autre chose, mais ils ont l'habilité de savoir où on est rendu. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Mais selon Dr Lavoie, donc un élément clé de la persuasion pour changer un comportement, il faut que la personne
comprenne ce qui est attendu d'elle. Et ensuite, il faut que la balance, l'équilibre de ce que la personne va gagner versus ce qu'elle va perdre, qu'elle soit positive. Alors, pour vous, le bilan a été positif. Pour moi aussi. Mais il y a plein de monde pour qui, finalement, en faisant le pour et le contre, ça valait pas le coup. Ouais. Et donc, ils ont fait des voyages ou ils ont fait un souper. Et ça s'est quand même bien passé dans leur cas. C'est la moyenne qui n'a pas été bonne. Ouais. Et là, ce que je vous dirais, Fred, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme argument positif? Des arguments de plus qui n'ont pas été dits. Et là, ça me rappelle vraiment à l'Australie. L'Australie a dit à sa population, visons 5 nouveaux cas par jour pendant 2 semaines. Si on atteint cet objectif-là, vous allez pouvoir retourner au restaurant. Vous allez pouvoir aller à des spectacles. Vous allez pouvoir inviter 5 personnes chez vous. Si ça dure plus longtemps encore, là, vous allez pouvoir faire telle autre chose encore plus intense. Et là, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui décide de mettre le masque ou qui décide d'annuler un souper, c'est parce qu'en tête, elle se dit, hey, peut-être qu'éventuellement, ce qui va arriver, c'est que je vais récupérer ce que j'ai perdu depuis des mois. Et ça pourrait faire changer la balance. Et donc, quand je lui parlais de l'Australie, elle me disait, non, je suis totalement d'accord avec l'approche australienne. Cette idée de présenter des objectifs à une population, des objectifs clairs, c'est très gagnant parce que ça change le bilan des plus et des moins pour chaque personne. Et elle compare le gouvernement et sa façon de faire à quelqu'un qui nous demanderait de courir un marathon sans jamais nous dire quand ça finit. Ouais. Donc, on court, on doit gérer nos énergies, on ne peut pas. On court, on se dit, là, ça doit achever, et on se fait dire, finalement, on court un autre 23 km. Ah, OK. À un moment donné, on dit, hey, il y a une pause, arrêtez-vous, là, on peut boire un peu. Ah, parfait, je vais manger une petite frite. Oups, ça repart. C'est pas bon, une frite dans un milieu d'un marathon. Même quand on connaît la distance. Un ultra-marathon. Voilà. Et donc, très, très intéressant, cette notion de toucher des Québécois qu'on n'a pas réussi à toucher jusqu'ici. Et vous avez parlé tantôt du contrat moral dont Legault avait parlé. Elle, ça la faisait réagir. Puis quand vous disiez tantôt aussi, puis moi, c'est peut-être mon erreur, c'est qu'en quelque part, je blâmais les gens pour lesquels la balance des plus et des moins n'était pas la même que moi. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut finalement déculpabiliser et reconnaître que la morale n'est juste pas pareille pour tout le monde. C'est mon deuxième extrait. Mais ça présume que tout le monde est moral. Et c'est pas vrai. Je veux normaliser qu'est-ce que beaucoup de gens nomment comme l'égoïsme. Parce que si vous êtes un commerçant, écoute, votre préoccupation principale, c'est votre business et vos employés peut-être. C'est pas la santé de grand-maman X. Et une jeune, ils s'en foutent potentiellement de qu'est-ce qui se passe au niveau du débordement à l'hôpital. Ça, c'est la priorité de qui? C'est la priorité du gouvernement. Voilà. Parce que je sais, Fred, ça va faire réfléchir. Je sais que c'est facile de dire que les gens sont caves de ne pas avoir suivi. Bon, il y en a, parce qu'il faut quand même, le dire, là, dans la proportion de gens qui ne respectent pas, il y en a qui n'ont peut-être pas la conscience collective de faire attention ou de préserver le système de santé. Il y en a qui n'y croient pas non plus à la COVID, qui pensent que c'est une grande... Je ne sais pas la proportion exacte, mais il y en a quand même un bon nombre. Puis, tu sais, dans les gens qui ont pas été se faire tester, moi, je le sais. Je travaille dans un milieu de précarité. Moi, ça va bien. Mais si je manque un tournage, moi, il y a ça aussi qui faisait que je faisais extrêmement attention. J'ai pas de protection. Alors, parmi les 40%, 41% des gens qui sont pas allés se faire tester, la proportion de gens qui n'ont pas les moyens d'arrêter de travailler parce qu'il n'y a peut-être pas de support économique, si jamais, parce que je sais que le gouvernement répétait souvent, inquiétez-vous pas, on va pas faire de répression, on va vous envoyer des gens aller faire votre épicerie, oui, mais si pendant 14 jours, je perds tous mes revenus, c'est juste pas possible, j'ai pas de symptômes, moi, il faut que je travaille, je vais pas me faire tester. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait ce calcul. Si on pèse sur pause, là, maintenant, puis qu'on dit, vous parlez du choix de la personne qui se fait tester ou pas, et là, vous êtes en train de m'énumérer les éléments négatif qui fait que la personne n'adhérera pas à la mesure. Et c'est pas saugrenu ce que vous dites là. Si j'ai pas de test qui prouve que je suis positif, Christy, je reste deux jours à la maison, je suis plus malade, je retourne travailler, personne ne le saura jamais. Et je ne suis pas conscient des autres. C'est que les éléments négatifs de ce comportement-là sont tellement forts pour moi que ma conscience me fait pencher vers ce côté-là. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer cet équilibre-là. On peut dire, comme certains pays l'ont fait, si vous restez à la maison à cause de la COVID, voici le dédommagement auquel vous aurez droit. Et là, pour certaines personnes, ça peut être efficace. À l'époque, elle donnait l'exemple, Fred, des voyages. Ça n'a pas été interdit, Fred, de voyager. Non. Les gens avaient le droit d'acheter des billets. Il fallait... Et là, les gens
Il y avait des gens qui ont acheté des billets, des gens qui en ont acheté en septembre des billets alors que ça allait plutôt bien finalement. Oui. Et là, tout à coup, ils deviennent des maudits égoïstes de pas bons, de pas fins. Oui. Et elle disait, écoutez, ils avaient le droit de partir. C'est juste que là, tout à coup, ils se ramassent sous la sellette. Et quand ces gens-là, pour chacun leurs raisons différentes, pesaient le pour et le contre d'aller rejoindre quelqu'un, je ne sais pas où, pour un voyage, ben, ils se disaient, Christy, ça vaut la peine que j'y aille. Et là, si c'est une priorité nationale, ben là, c'est à vous, gouvernement, pas à moi, de convaincre ces gens-là. Et là, vous devez tweaker les boutons de votre système de son pour que ça devienne plus négatif partir en voyage. Mais je vais te rajouter une quarantaine à 2000 $. À tes frais, je vais te rajouter un frais. Et là, soudainement, la personne décide de ne plus partir, Fred. Et c'est exactement l'exemple qu'elle nommait pour dire la coercition, les amendes, si on veut vraiment appliquer un plan, ça fait partie, mais il faut l'utiliser avec parcimonie parce que les gens peuvent très bien réagir négativement. Mais si on prend l'exemple de l'Australie, oui, le confinement a été sévère, mais il a été appuyé par des lois, des règlements et des amendes. Et aussi des objectifs clairs. Alors là, toute la balance des plus et des moins font que, en Australie, ben, il y a beaucoup plus de gens qu'au Québec qui ont respecté toutes les consignes. Alors voilà, Fred. Mon poulet à l'influence, c'est un poulet qui dépend d'objectifs clairs et d'un équilibre entre les plus et les moins pour que de plus en plus de Québécois prennent la décision finalement de respecter les consignes qu'on leur demande. Fait que là, j'ai un poulet, Fred, à l'influence qui est au four. Mais attendez, je ne l'ai pas encore mis au four, je vais pouvoir le mettre tantôt. Je ne l'ai pas allumé. Quelle sorte de cuisinier je suis. Attendez une seconde. J'ai un vieux four. Voilà. Et ça cuit. Et là, Fred, ce qui va arriver, là, c'est que ça va se mettre à sentir dans ma maison. Oui. Ça va sentir 3 affaires. La sauce Barrington, la sauce à la suppression et mon poulet à l'influence. Je ne suis pas certain de ce que ça va goûter tout ça. Alors, j'ai envie de faire un petit test, Fred. OK? Je vais mélanger mes 2 sauces. Oh! Ouais. Audacieux. J'ai pas peur. Attends. Mais je ne veux pas gaspiller ma sauce. Ça ne me dérange pas de gaspiller ma sauce Barrington, honnêtement. Non. Je vais verser un peu de ma sauce australienne dans la sauce Barrington. Oui, c'est ça. Faut pas scraper la sauce australienne. Je vais y goûter avant vous, OK? Alors, Fred, par la magie des ondes, goûtez à ça. Mon Dieu, qu'on est. Là, je suis content parce que la balado devient un peu plus immersive. Hein? Oui, mais avouez que c'est pas très convaincant. Non. Hein, comme vous, c'est pas convaincant. Donc, on la connaît, cette saveur-là, Fred. C'est un peu de suppression, hein, mais pas trop. Aussitôt qu'on est capable, on rouvre l'économie. Après ça, on la referme. Fait qu'on a un petit peu de Barrington, un peu d'Australien. Ouais. Est-ce que vous sentez, Fred, ce parfum de Québec 2020? Oui. C'est ça que ça coûte, Fred. Oui. Et c'est ça c'est la saveur de la sauce mitigation, qui est une 3e sauce qui n'est pas très intéressante. Non. Fred, on a assommé l'économie à répétition, au même titre que si on avait fait de la suppression, mais sans les gains pour la santé publique. Allez en parler aux infirmières qui sont juste de plus en plus fatiguées, sans arrêt, et pour lesquelles il n'y a pas de solution. C'est pas vrai, Fred, qu'on est... Là, on envoie, Fred, en ce moment, le signal, aujourd'hui, cette semaine, on peut magasiner, Fred. On peut... Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça envoie comme signal? Ça va bien. Ben écoute, Fred, c'est en train de... Puis là, moi, je faisais des appels, je faisais des petits messages cette semaine sur les réseaux sociaux parce que je disais, attendez, là, on a le même taux d'incidence en ce moment. Les tests qui reviennent, là, on a le même pourcentage de gens malades positifs qu'on avait en novembre quand on se demandait, qu'est-ce qu'on va faire? Et il a fallu qu'on confine. Et là, on est en train de réouvrir, Fred. On n'est pas comme au printemps 2020. Là, c'est pas ça qui se passe. Les tests ont baissé beaucoup. On était à 18 000, je pense, avant hier. C'est pour ça, Fred, que ce qui est important, c'est pas le nombre de nouveaux cas, c'est le taux d'incidence. Et ça, si vous voulez le trouver, vous allez sur le site de l'INSPQ. Il y a beaucoup, beaucoup de chiffres qui sont disponibles. Là. Et là, Fred, ce que j'entends dire, c'est, ben là, c'est quoi, Godefroy? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'on retourne en confinement? C'est pas une vie, ça. C'est ça que je me suis fait dire. Sérieux, on n'est plus capable, là, on est content que ça réouvre. Là, ce que j'ai envie de répondre, Fred, c'est attends une seconde. Ce qui n'est pas une vie, là, c'est ce qu'on fait en ce moment. Confiner, voir des conférences de presse poche, pas avoir le droit de sortir de chez nous, couvre-feu par-dessus ça. Puis là, oups, ça va un petit peu mieux. Mais tu sais, retard dans les chirurgies, on voit, là, ça va durer des années. Puis
Puis là, on réouvre un petit peu. La relâche s'en vient, Fred. On va se faire reconfiner encore une fois. C'est ça, Fred, qui n'a pas d'allure. C'est la mitigation. Et là, ce qu'on se rend compte en regardant d'autres pays, c'est que la mitigation... Et là, vous allez voir, Fred, dans les médias, ça va sortir de plus en plus. C'est déjà commencé. Il y a des gens qui lèvent la main en disant, des scientifiques qui disent, la mitigation du virus, ça ne fonctionne pas. Il faut viser à l'australienne la suppression. C'est plus difficile. Plus ton pays est grand, plus tu as des frontières, évidemment, plus c'est difficile. Mais on dirait que c'est vers ça qu'il faudrait s'en aller. Mais là, il y a des gens, Mme Lavoie me le disait, pour nous autres, il est peut-être un peu trop tard. Il est peut-être un peu trop tard dans le sens où mais pour nos enfants. Les vaccins s'en viennent. Les vaccins s'en viennent, Fred. Oui. Attends, ils s'en viennent. Dans combien de temps? 3 mois? 2 ans? Quand tout le monde sera vacciné, là? 7 ans? C'est exactement mon point, Fred. C'est-à-dire, mettons qu'on vise septembre pour que beaucoup, beaucoup de monde soit vacciné. Fred, effectivement, il est trop tard pour reconfiner jusqu'au mois de mai, mettons, à l'australienne. Puis finalement, on va avoir gagné quoi? 2 mois, un bon été plus relax, puis on va être vacciné en septembre, tout est réglé. Mais si vous pensez à ce qui est arrivé à Manaus, si vous pensez aux variants qui sont un peu partout, c'est impossible de prédire ce qui va arriver, je peux vous dire une chose, aussitôt que le virus rencontre un ennemi, c'est-à-dire des anticorps, bien, ça augmente la pression pour le virus à muter. Et plus vous avez de propagation dans une population, plus vous avez de chances que le virus rencontre une personne qui a déjà développé une immunité et que là, il y a une sélection naturelle qui fasse que les virus mutants plus résistants apparaissent. Moi, Fred, plutôt que de dire j'ai l'impression qu'on arrive à la fin, Fred, j'ai l'impression qu'on arrive à la croisée. C'est notre chance à nous, là. Ici au Québec, j'ai l'impression que la sauce australienne là, est prête. Mon poulet est au four. On commence à comprendre comment mieux influencer un peu tout le monde. Ben voilà. Moi, Fred, j'ai envie qu'on s'inspire des expériences mondiales les plus solides. Pourquoi? Je la reconnais, cette tune-là, Fred. Ça, c'est Over Manaus. C'est Night Over Manaus. Bouzou Bajou. Oui, Bouzou Bajou, un vinyle que j'adore et ça nous fera une excellente trame sonore pour la fin. Oui. Fred, j'ai le goût de t'inviter à souper chez nous. J'ai le goût d'aller dans ta cour cet été. Oui. Puis après ça, d'avoir un autre souper, Fred, en septembre, puis de faire des émissions en live avec toi, avec Hélène. J'ai envie qu'on puisse se faire un barbecue. J'ai envie que je puisse aller vous aider à faire la vaisselle avec votre épouse. J'ai envie d'entendre brailler votre bébé en présentiel. Oui. Mais j'ai pas envie que ce soit juste dans un creux de vague, puis qu'en septembre, on puisse pas. Moi, je veux qu'en septembre, on puisse enregistrer la balado en live, Fred. Et ce que ça veut dire, c'est que j'ai envie qu'on élève le niveau de réflexion nationale, Fred, à ce sujet-là. Et je soumets mon idée à tout le monde. Oui. Le poulet d'influence avec la sauce australienne à la suppression. J'en ai pour tout le monde. Tout ce qu'il faut, c'est m'appeler ou encore écrivez-moi sur Facebook. Donnez-moi votre feedback sur cette idée que j'amène, qui n'est pas mon idée. Et surveillez le hashtag COVID-0 ou zéro COVID, qui va, je crois, faire de plus en plus de bruit. La mitigation, peut-être, ça ne peut pas marcher. Écrivez-nous sur la balado ou directement à Gods Dorando sur Facebook. J'ai vraiment hâte de savoir ce que les gens pensent de ça. Moi, Fred, c'est mon idée. Elle est faite. C'est ce que je vais viser. Je n'irai pas goûter à la sauce brésilienne. Ça suffit. Merci, God. Vraiment super intéressant. Puis je sais que les gens vont répondre. Puis votre prochaine présence, dans le fond, vous nous direz ce que les gens vous ont écrit. Et, quand sera cette présence? Bientôt. Bientôt. Merci, Fred. Merci. Bye. Et ça sent bon ici. Alors, on retrouve pour un voyage virtuel, à défaut de le faire pour vrai, Simon Jodoin, salut! Bonjour Fred, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Beaucoup de réactions sur notre petite conversation non alcoolisée la dernière fois. Et de belles réactions aussi quand vous nous avez amené à la seigneurie du Triton. Et il m'a proposé une autre escapade et c'est une maudite bonne idée, on en a besoin. Là, je sais que pendant la relâche, il se pourrait qu'il y ait des barrages, même interrégionaux. Alors, on n'aura pas le choix de voyager dans nos têtes et c'est vous qui allez nous le permettre, Simon.
Oui, en fait, je me permets un commentaire éditorial. Là, franchement, pendant la semaine de relâche, restez chez vous, là, puis regardez des cartes postales, allez sur Google Maps, je sais pas quoi, mais l'an dernier, on nous a baratiné pendant des semaines comme quoi on n'avait pas vu venir la semaine de relâche. Là, on nous l'a avait mis dans le pétrin. Ouais. Ben là, on a eu, vous savez, on entame, là, on est dans le 12e mois de la pandémie, là, et donc, ça a passé vite, où on et que ça a passé vite. En ce moment, mon Dieu! Un clin d'œil! C'est fou comme le temps passe vite quand on s'amuse. J'ai pas vu le temps passer. Non, moi non plus, Colin. Bon, écoutez, oui, expérience immersive 360 de storytelling, puis-je le dire comme ça. Alors, je vous amène aujourd'hui en promenade dans le fleuve, Fred. Carrément. Rien de moins. Non, aller se promener dans le fleuve, dans le bas Saint-Laurent, ou le bas du fleuve, comme on l'appelle. Vous savez, parfois, il y a des petites chicanes là, sur les appellations. Le nom officiel de la région, c'est le bas Saint-Laurent. Mais j'aime bien toujours dire le bas du fleuve, comme le chantait Gaston Mandeville avec son vieux dans le bas du fleuve. Et VLB aussi, dans l'héritage, il parlait du bas du fleuve. Il parlait pas... non. On peut appeler ça comme ça, tout à fait. Ça fait partie de notre patrimoine. Et ce fleuve, cette colonne vertébrale de notre territoire, comme je vous l'ai parfois dit, l'image de la colonne vertébrale me semble assez bonne parce que, vous savez, c'est ça qui vous tient debout, votre colonne vertébrale. Vous ne la regardez jamais en face. Hein? C'est toujours un peu méconnu. Et d'où cet amour, sans doute, que j'ai pour le Bas-Saint-Laurent, cet endroit où vraiment on sent, c'est vrai aussi de l'autre côté, à Charlevoix, c'est vrai sur la Côte-Nord, mais le Bas-Saint-Laurent a cette aura d'air salin, des battures, tout ça. Donc, j'ai toujours adoré cette région là où les terres agricoles, on dirait qu'elles se couchent dans le lit du fleuve, c'est bordé par les battures, c'est vraiment beau. Donc, cette colonne vertébrale qu'on connaît assez peu et dans cette région-là, donc quand vous arrivez dans le Kamouraska, c'est assez évident. Il y a les fameux Kaburons, ces petites montagnes qui sont très typiques de la région, et les îles dans le fleuve aussi, les îles qui sont mystérieuses pour la plupart d'entre nous. Vous allez me dire que Montréal est une île, c'est sans doute. Et parfois mystérieuse, bien que de moins en moins. Oui, mais bon, il y a des grosses vedettes des îles du fleuve, comme l'île Verte, évidemment, ou même l'île aux grues. Christian-Bégin aussi. On le salue, hein? Qui est une grosse vedette, mais qui n'est pas une île. Non, qui n'est pas une île lui-même, fallait-il le préciser. Mais oui, l'île aux grues avec sa excellente fromagerie où était Riopelle. Donc, mais la plupart des îles conservent cette aura de mystère, surtout quand on arrive dans le Kamouraska. Il y a cet archipel des pèlerins à la sortie 488 de l'autoroute 20, Fred. Quand on arrive entre Saint-André et Notre-Dame-du-Portage, on voit l'archipel du pèlerin. Le coup d'œil est magnifique. Et si vous passez par là, c'est certain que vous allez vous demander, mais comment peut-on aller sur ces îles? Comment percer ce mystère? Eh bien, je vous invite justement en promenade aujourd'hui à l'île aux Lièvres. L'île aux Lièvres qui est un peu plus au large et qui est accessible. On peut aller s'y promener grâce au travail de la Société du Vénard. Il faut que je vous raconte un peu cette histoire-là rapidement. C'est un organisme à but non lucratif qui a comme mission première de protéger ces îles. Ça a été fondé par un monsieur Jean Bédard, lui-même biologiste avec une poignée de ses collègues. Et depuis le début des années 80, ils ont fait l'acquisition de quelques îles dans le Saint-Laurent. Notamment l'archipel des pèlerins, dont je vous parlais il y a quelques secondes, l'île du pot à l'eau de vie, sur laquelle on trouve un phare, en anglais, le Brandy Pot, l'île du Brandy Pot. Donc, et là, il y a un phare, un ancien phare où on peut aller habiter. Je vous en dirai quelques mots. On peut le louer. Oui, l'an dernier, il était fermé pour la pandémie. Je ne sais pas ce qui va arriver cette année, mais de toute façon, prenez des notes. Là, la vie sur Terre va bien revenir un jour. Non, mais je fête mes 50 ans en juillet. Et j'ai envie de quiétude pour entamer l'automne de ma vie. Alors, chaud conseil, c'est une escapade parfaite pour amoureux. Je vous dis ça comme ça aussi en couple. Mais il faudra voir, là, j'ai pas pris tous les détails là, sur les ouvertures et fermetures. Je veux pas non plus m'embarquer là-dedans parce que des fois, on dit des choses, après ça, c'est plus vrai. Ça peut changer, les variants s'en viennent. Peut-être qu'on pourra à peine sortir de la maison.
Bon, alors un été de variance. Mais prenez des notes. Ben en tout cas, cette option-là existe. C'est vraiment fascinant. Et donc, l'île aux lièvres, c'est la plus vaste et aménagée pour des promenades de ces îles qui sont la propriété de Duvenor. On peut faire du camping, on peut s'y balader, on peut louer des champs. Là, il n'y a personne n'y habite, hein? Non, contrairement justement à l'île aux grues ou l'île aux lièvres, là, l'île verte dont je vous ai parlé, qui sont des plus... Non, l'île aux lièvres, personne n'y habite, sauf, c'est-à-dire les gens qui travaillent donc pour les lieux de villégiature et qui travaillent à la sauvegarde. Je reviens dans quelques minutes sur la promenade comme telle, mais je veux vous dire que la mission première de la Société Duvenor, c'est bel et bien la sauvegarde de ces milieux naturels. Et pour financer cette activité première-là, il y a le tourisme, évidemment, comme je viens de vous le dire. Il y a quelque chose de fascinant, c'est la récolte du duvet, de l'eider à duvet. À duvet, c'est un canard plongeur. Là, et son duvet est parmi les plus prestigieux et les plus coûteux au monde. Alors, je vous l'épelle, là, si les gens veulent chercher un peu sur les moteurs de recherche, le EIDER, l'eider à duvet, et allez voir un peu. Vous allez voir des produits de luxe de plusieurs milliers de dollars. On voit des édredons à 7 000, 8 000 euros qui se vendent à travers le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de prestigieux et ça sert donc à financer la sauvegarde des milieux naturels. Ça, je trouve l'idée belle. Vous savez, des fois, dans les médias, on se demande comment on peut financer des projets. Écoutez, alors ce monsieur Jean Bédard et ses collègues ont eu cette espèce de coup de génie, en fait, de pour protéger le milieu naturel de ces oiseaux-là et de plein d'autres espèces, on va récolter ce qu'ils ont de plus précieux, le vendre, ce qui va être à leur bénéfice. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Pourrions-nous parler d'économie circulaire dans ce cas-là? Là, il y a un retour direct sur le milieu naturel de ces oiseaux. Mais là, Simon, vous savez, on vit dans une époque particulière. Est-ce qu'on peut quand même garantir que ces animaux-là ne souffrent pas? Parce que si jamais des véganes m'écrivent après avoir entendu votre chronique, les édredons là, à 7 000 $ sont pas véganes, mais il n'y a pas de souffrance, hein? Non, mais en plus, écoutez, je m'étonnerais qu'un végane vous écrive pour vous dire que personne ne souffre sur Terre. Non, mais il faut faire des trigger warnings, là. Je veux que personne soit blessé, là. Oh là, vous me mettez dans l'embarras, mais je peux vous dire, je me porte garant de cet homme-là, M. Bédard, qui fait là depuis 40 ans, consciencieux, amoureux, avec un regard poétique sur cette nature-là. Écoutez, il a 82 ans, il est droit comme une barre, il est d'une intégrité, en tout cas... Est-ce qu'il est queer? Non, mais là, où est-ce que vous m'amenez? J'essaie de moderniser le ton de cette balado. Ah oui, c'est ça. On fait des blagues. Vous wokissez un peu vous cherchez vous pourriez, diffuser des capsules sur TikTok, Fred, et poser toutes ces questions. Le temps manque, Simon, pour TikTok. Le temps n'a pas l'air de vous manquer en ce moment. Poursuivez. Tout ça pour dire que non, c'est fait de manière consciencieuse, écologique. L'idée est vraiment la sauvegarde de ces milieux-là et le confort des oiseaux, et éventuellement le confort de ceux qui peuvent se payer un édredon. Bon, toujours est-il que on peut s'y rendre, et c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je rêvais d'y aller depuis plusieurs années. J'y suis allé cet été pour un reportage. Oui. Comme je vous dis, on peut séjourner sur l'île et aller passer quelques nuits ou faire une balade d'une journée. Mon conseil, c'est vraiment de vous lever tôt et de prendre le premier bateau. Il faut vérifier avec eux, parce que l'heure des bateaux change selon les marées. Donc, et quand vous levez tôt dans le Bas-Saint-Laurent, vous profitez des premiers rayons du jour, la lumière est magnifique, et là, vous embarquez sur leur bateau. Tout est vraiment réglé au quart de tour. C'est irréprochable. Le bateau s'appelle le Renard. On se rend, il y en a peut-être un autre, mais celui qu'on a pris, nous, c'est le Renard. Vraiment, on voit que c'est perfectionné. Là. Vous n'allez pas là en chaloupe du tout. Là. Vous vous rendez, on passe près justement de ce phare de l'île de l'eau-de-vie, de Pôte à l'eau-de-vie. Oui. Et c'est vraiment magnifique. Moi, je l'ai vu dans le brouillard. Et ensuite, on descend sur l'île. Et là, on ressent ce sentiment, je ne sais pas si le mot existe, un sentiment d'insularité, qu'on sent vraiment qu'on est laissé là. Le bateau repart. Il y en aura un deuxième un peu plus tard dans la matinée. Et ensuite, vous n'avez pas le choix de vous promener là toute la journée, d'y pique-niquer, de vous amuser, parce que vous ne pourrez que revenir en fin de journée avec le bateau. Alors là, il y a des
des sentiers où vous pouvez vous promener, il y a des montées, parce que c'est quand même assez escarpé, vous pouvez monter. Et on se retrouve sur des points de vue où on voit Charlevoix, par exemple, mais du milieu du fleuve. C'est vraiment un point de vue auquel vous ne pourriez pas penser quand vous vous promenez sur la 132 ou dans le Bas-Saint-Laurent. Vous êtes toujours dans le Bas-Saint-Laurent, évidemment, mais vous êtes vraiment dans le fleuve. Vous vous promenez dans le fleuve. C'est prendre une grosse bouchée de fleuve Saint-Laurent avec l'air salin, les rochers. Et il y a toute une bande de plages du côté nord de l'île, une plage vierge complètement où vous pourrez passer des heures à vous promener. Je vous dis ça comme ça aussi, petit conseil de voyage là, pour ceux qui se promènent dans le Bas-Saint-Laurent et qui aiment aller se faire des promenades dans ce coin-là. Les habitués, je leur apprendrai rien, mais achetez-vous des chaussures d'eau. Vous savez, ces espèces de chaussures aquatiques là, qu'on peut mettre pour faire des sports aquatiques, pour se promener sur les battures, sur les rochers, mettre un peu les pieds dans l'eau. Tout ça. C'est vraiment intéressant. On peut même acheter des... Mon Dieu, c'est rare qu'on fait ça, des petits conseils vestimentaires, mais des sandales de randonnée. Donc, qui ont une certaine grippe, parce que j'imagine qu'on se promène quand même dans un territoire pierreux et parce que les souliers d'eau, des fois, ça peut quand même être un peu mou la semelle, mais moi, j'ai des sandales qui vont dans l'eau, là. Ça sèche pas, ça prend pas de temps, et ça tient bien, et il y a de la grippe. Moi, j'ai fait de la randonnée en Irlande avec ça, qui est assez aqueuse. Les randonnées en Irlande peuvent être aqueuses, et ça allait très, très, très bien. Mais c'est pas chaud. Je me averti pour l'aquosité de l'Irlande, mais c'est pour dire que je vous disais pas d'aller faire une randonnée avec des chaussures d'eau, je vous disais d'aller mettre dans votre sac à dos, et quand vous arrivez sur la berge, vous vous promenez avec, évidemment. Mais oui, vous avez raison, des sandales font tout aussi bien l'affaire, mais simplement de prévoir ça, parce qu'on pense, je vais aller me promener nu-pied au bord de l'eau, c'est parfois un peu, c'est parfois un peu aride pour le dessous du pied. Toujours est-il qu'il y a là donc des kilomètres de sentiers, des coups d'œil magnifiques sur le fleuve. Et vraiment, cet aspect, non seulement, il y a le sentiment d'insularité, donc d'être un peu coupé du monde quelques heures, ça fait vraiment du bien, mais de comprendre que c'est un peu ça qui préserve aussi le territoire. C'est cette coupure entre le bruit, le vacarme et l'activité incessante là, des routes et des villages. On a vraiment l'impression que là, non seulement on est coupé du monde, mais on se retrouve nous-mêmes un peu protégés. Je fais peut-être un peu de poésie comme ça. Il en faut de poésie, Simon. Bon, ben écoutez, oui, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de conseils vestimentaires dans votre émission. Premièrement, et deuxièmement, ajoutons donc un peu de poésie. Bon, toujours pour dire que l'île elle-même a 13 km de long et vous pouvez faire de la randonnée. Il y a 45 km de sentiers. Moi, j'ai vraiment été séduit avec des paysages qu'on ne pourrait pas soupçonner. Les berges sont vraiment différentes que celles qu'on trouve du côté de Charlevoix ou celles du côté du Bas-Saint-Laurent. Donc, cette île aux lièvres, on revient le soir, toujours en bateau. Et moi, le sentiment que j'ai eu quand je revenais en bateau vers la rive à Rivière-du-Loup, au quai de Rivière-du-Loup, j'étais comme grisé, un peu saoulé par l'air marin, par le sel, et évidemment, qu'il fasse beau ou pas, bon, évidemment, si vous allez là 3 jours et qu'il pleut à pluie battante, vous allez peut-être trouver que vous aurez vite fait le tour de votre petit chalet, mais ça vaut la peine d'aller s'y promener. Je sais aussi qu'il mise beaucoup sur le développement du tourisme d'affaires. Imaginez, on pourrait faire le congrès annuel de la balado de Fred Savard. Fred, on pourrait... Un lac à l'épaule dans le fleuve. Dans le fleuve, c'est ça. Mais je vous dirais qu'évidemment, c'est un des endroits au pays où le fleuve est le plus beau, mais particulièrement sur ces îles-là, et de voir le travail de fou qui a été fait, même si vous avez des velléités technologiques, c'est fou de voir parce qu'ils sont complètement autosuffisants. Alors, il y a les panneaux solaires, il y a tout ce qui a été installé, et tout ça a été amené. Jean Bédard, il a commencé ça il y a 40 ans, mais il amenait les matériaux en bateau, là, bon, aujourd'hui, ils ont des bateaux plus évolués, à la fine pointe de la technologie, mais quand on regarde ça, on sent aussi tout l'effort qui a été mis pour rendre ce lieu-là accessible. Donc, quand on s'y promène, quand on profite des installations, on est aussi imprégné d'un immense respect pour ceux qui ont fabriqué ça. Il y a quelque chose de un rapport très organique au travail des humains
pour sauvegarder la nature sur une île comme celle-là. Wow. Donc, c'est mon conseil. Comme je vous disais, je vous mets toujours une galerie photo. Donc, on va la mettre sur la page Facebook de Tour du Québec. On vous raconte l'histoire aussi de cette histoire-là. Il y a Marie-Christine Lalande dans le magazine Tour du Québec, le dernier qui est sorti, qui vous en parle. Je la nomme, je la salue au passage. C'est intéressant. C'est une fille de la région aussi. Elle est professeure au cégep de la Pocatière. Donc, bonjour. Elle est une habituée du coin et de l'île aussi. Et pour aller un peu plus loin, je vous dirais, je ne peux pas ne pas vous mentionner l'épisode de Pas banal la vie avec Isabelle Craig à Radio-Canada. C'était le 29 juin 2018. Un bel épisode où elle parle longuement avec M. Bédard. On comprend comment dire, la passion qui l'habite, son engagement. C'est vraiment un bonhomme fascinant, donc je vous conseille vraiment ça. Et plus généralement, pour les îles du fleuve, donc toutes ces îles mystérieuses, il y a un beau livre qui est sorti, il faut que je vous en parle. Était-ce l'an dernier ou l'autre année d'avant? Le Saint-Laurent d'île en île, rencontres et paysages, chez Philippe Tesquera-Lessard de La Presse, avec Pontbriand et Marc Séguin. Très beau livre aux éditions La Presse sur les îles du Saint-Laurent. Donc, j'essaie toujours de vous donner des conseils pour comment voyager en restant pogné dans votre salon. Là. Ce livre-là est vraiment un must pour ça. Ne serait-ce que vous avez les rencontres, tout ça, mais l'objet lui-même est fascinant à feuilleter. C'est un très beau livre. Donc, comme je vous dis, je mets la galerie photo aussi sur tourduquebec.ca et sur la page Facebook et on s'échangera tout ça. Donc, en espérant que ça vous donne envie d'y aller, mais vraiment, c'est mon conseil. Un de mes coups de cœur des quelques milliers de kilomètres que j'ai pu faire dans les derniers mois, Fred. Merci, Simon Jaudoin. C'est vraiment inspirant. Je vais aller... je vais pas le dire, en fait. Je vais aller réserver avant la publication de la balado. Comme ça, j'aurai peut-être le phare à moi tout seul. Vous viendrez me voir cet été pour mes 50 ans. Je vous vois, moi, gardien de phare, Fred. Ça s'en vient. Ça me donne le goût. Comme dans la chanson de Brassens. Merci, Simon. En pensant à Fernande. Salut. Bye, Fred. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des nouvelles de l'Abitibi. On va rejoindre notre antenne là-bas. Paul-Antoine Martel, salut! Salut, Fred. Hey, ça fait longtemps? Ça fait toute une saison. Ça fait depuis l'épisode, en fait, sur le jeu qu'on avait fait cet automne. Voilà. Dans le cadre de 15-2. Oui, voilà, exactement. Et là, il y a des raisons pourquoi on retourne. Et là, non, ce n'est pas seulement l'amitié que j'ai pour vous, gens de l'Abitibi. Ça fait énormément de peine, Fred. Votre rigueur vous honore. Il n'y a pas de sentiment dans cette balado. On a parlé de vous dans le point de presse de mardi parce qu'on a trouvé 2 variants de la COVID en Abitibi. Là, on voulait aller vous entendre. En fait, savoir comment vous vous sentez. Est-ce que c'est la panique? Qu'est-ce que se passe-t-il? J'ai l'impression que ça panique plus à l'extérieur qu'ici, Fred. Et ça a peut-être à voir avec notre façon de gérer la pandémie. Ce qu'il faut dire tout de suite d'entrée de jeu, c'est que ces 2 cas-là ont été, dans le fond, ils ont été dépistés les 7 et 15 janvier dernier. Oui. Et les 2 personnes en question sont rétablies aujourd'hui. Ici, et j'imagine que ce sont des gens que vous connaissez? Partie de ma famille. Non, je ne sais pas c'est qui. La santé publique très tight là-dessus. Évidemment. Mais depuis le 22 août, Fred, soit depuis le début de la deuxième vague, il y a eu 558 cas ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour une population de 148 000 personnes. Jusqu'au 25 décembre, on constatait des hausses hebdomadaires de 5 à 15 cas. Puis, on est passé ensuite de ça, en un mois, là, de 139 à 525 cas. Donc, ça a été 2 semaines, entre autres, où il y a eu des hausses de 120 cas autour du temps des fêtes. Ben oui, évidemment. Vous avez fait des parties, vous, là? Un petit peu. Il y a les parties, puis il y a le phénomène du retour en région des gens qui étaient dans des zones rouges. Nous, on était en zone jaune jusqu'à là. C'est ça. Vous aviez le droit. Je ne dis pas que c'était... Mais vous aviez le droit là, de vous rencontrer. Là. Il n'y avait pas de... Vous n'étiez pas confinés. Ben, on n'était pas confinés. Par contre, il y avait la recommandation, les gens qui arrivaient d'une zone rouge ou même d'une zone orange devaient faire une sorte de quarantaine, rester dans leur bulle familiale. Est-ce que ça a été respecté? Est-ce que c'est dû justement au fait qu'il y a eu une souche qui était particulièrement fulgurante, comme le variant sud-africain? C'est difficile à dire, mais face à cette hausse-là vertigineuse, les autorités de santé publique se sont dit, bon, c'est peut-être en raison de l'augmentation des cas puis des plus grandes interactions sociales entre les gens puis de la visite en région de gens de l'extérieur, mais on va aller investiguer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont découvert qu'il y avait eu des cas du variant sud-africain. Par contre, si on regarde la situation actuelle, là, on en est à 1 cas, 3 cas par jour à peu près. En ce moment, il y a 22 cas actifs.
18 dans la MRC Abitibi, donc la région d'Amos et ses environs, et 4 dans la MRC d'Abitibi-Ouest, soit Lassar et ses environs. Là, c'est tout. OK, quand même. Tout. Ce qui est plus préoccupant, une petite éclosion à Picogan, donc la communauté Anishinaabe qui est collée sur Amos. On parle d'une dizaine de cas sur 550 citoyens. Par contre, là aussi, on n'est pas alarmiste, on est tout à fait rassurant. Je pense que tout ce qui est traçage, isolement rapide des gens qui souffrent de la COVID, isolement préventif de ceux qui ont été en contact, ça fonctionne super bien ici. C'est ce qui fait qu'on a, comme je le disais, réduit le temps, passé quand même de 120 cas à 12. C'est 10 fois moins. On est assez... Puis c'est drôle parce que ça passe d'une MRC à l'autre, le spotlight. Hein, puis on a des petites guerres de clochers, parfois sympathiques, parfois moins. Mais au début, c'était à Rouyn-Noranda. Et c'était fou. Là, les gens disaient « Barry, Rouyn, on veut plus y aller. » Après ça, c'était Val-d'Or. À l'automne, c'était Val-d'Or. Les gens de Rouyn, ils nous regardaient d'un œil méfiant. Là, c'est dans le coin d'Amos. On a chacun notre 15 minutes, notre 15 jours de gloire. Mais fait que voilà. Fait que, ça énerve les gens de l'extérieur, je pense, parce que les conditions dans lesquelles se passe la pandémie ne sont pas les mêmes dans la région montréalaise, par exemple, ou dans ses environs qu'ici. Moi, j'aime bien comparer la pandémie aux conditions de sécurité autour d'un incendie, ou en tout cas, tu sais, un feu de forêt, s'il y a du sapinage, ben sec, puis ensuite de ça, il y a des barils de gaz pas fermés, puis tout ça est collé, ben certain que ça prend juste une étincelle et ça peut faire un brasier du tonnerre de Dieu. Alors qu'ici, on a quelques petits spots qui sont un peu dangereux, mais ils sont très loin les uns des autres. Donc, s'il y a un feu qui pogne, assez rapidement, on peut l'éteindre. Donc, on se sent peut-être un peu plus en sécurité, mais il en reste pour moi que les gens sont quand même assez têtes sur les mesures de sécurité. Puis, je pense que les gens sont disciplinés. Il n'y a pas de grande contestation. Tout le monde porte son masque, puis le porte relativement bien. Donc, voilà. C'est ce qui fait en sorte que c'est peut-être aussi, il y a peut-être une cohésion sociale aussi, qui a peut-être que vous avez plus que dans des grands centres comme Montréal, peut-être aussi que ça expliquerait ça. Je pense. C'est un ensemble de facteurs. Mon amie Geneviève Bella, qu'on a entendu souvent à ce micro aussi, Geneviève écrivait à Godefroy, qu'on entend souvent à ce micro aussi. Et, écrivait je pense qu'on prend mieux la pandémie ici, notamment en raison du fait que ça se vit mieux. On a de l'espace. Il y a ça. Hein? Il y a une grande proportion de gens qui habitent dans des maisons, par exemple. On a pu continuer à avoir nos activités. Nous, les kids, on pu faire du sport dans des ligues organisées en prenant soin d'avoir certaines précautions quand même. Mais la vie a pu continuer. Fait que, tu sais, d'avoir certaines contraintes, on bougonne un peu, mais on le fait. Mais là, ailleurs, j'imagine, là, vous êtes confinés depuis super longtemps. À un moment donné, les gens se tannent, peuvent être exaspérés, peuvent tricher peut-être un peu plus. Et les conséquences d'une tricherie comme ça peuvent être beaucoup plus dramatiques ici. Parce que je dirais pas que les gens sont parfaits, là. Ça a triché ici aussi. Oui, mais c'est pas les mêmes impacts quand ça arrive. Visiblement. Bon, visiblement. Mais moi, j'aime bien que ça montre, Fred, dernière chose, que ça montre notre ouverture sur le monde. Oui. Hein? C'est pas parce qu'il est sud-africain le variant qu'on ne l'accueille pas. Bravo. Oui, mais ça, vous avez une longue tradition. Hein? L'industrie minière a ça de beau. C'est que depuis longtemps, il y a des travailleurs d'un peu partout dans le monde qui se sont installés en Abitibi. Alors, c'est normal que les variants arrivent en Abitibi en premier. Préjugé favorable. Bon, évidemment, je voulais vous parler parce que c'est pas la seule raison, le variant, qui fait que l'Abitibi est dans l'actualité. Ben, en fait, c'est plus ou moins périphérique, mais c'est qu'on lisait dans le Devoir de ce matin, Alexandre Shields, qui annonçait, qui parlait que le gouvernement du Québec avait abandonné 83 projets d'aires protégées. Ça tombe bien parce qu'en s'écrivant, on m'a dit j'aimerais ça qu'on parle de la gestion des forêts, entre autres. Et il y a des projets d'aires protégées qui ont été abandonnés. Évidemment, en fait, le gouvernement s'est concentré sur le Grand Nord pour atteindre sa promesse de protéger 17% du territoire, mais a abandonné donc 83 projets. Et là, on pense que c'est au profit de l'industrie. Et c'est un peu ce que vous vouliez aborder, en fait, la gestion des forêts. Ben, c'est parce qu'il y a toutes sortes de petites nouvelles qui pop comme ça à gauche et à droite. Fred, vous parlez donc de ce texte-là d'Alexandre Shields que je n'ai même pas encore lu. Hein? Fait qu'on voit que c'est vraiment dans l'air du temps pour que tous les deux on soit intéressés par ça. Tout à fait. Mais il y avait un texte dans la presse, je pense, ce week-end, donc qui était sur des gens qui étaient mécontents des processus de consultation autour des droits de coupe qui sont attribués. Surtout à proximité des lieux de villégiature, même des lieux de résidence de certaines personnes qui sont en ruralité, mais en ruralité plus en forêt là, qu'en milieu agricole.
Il y avait un texte là-dessus aussi, une nouvelle à Radio-Canada régionale, aujourd'hui même, là-dessus. Là encore, c'est des droits de coupe qui sont attribués par la ville de Rouyn-Noranda parce que faut dire que la forêt appartient à 90%, c'est des terres privées au sud du Québec. Ouais. Alors qu'ici, en Abitibi-Témiscamingue, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des lots intramunicipaux, donc qui appartiennent, qui sont des territoires de ville ou qui relèvent des MRC, ouais. qui sont des regroupements de villes. Et puis, il doit y avoir des coupes là-dedans. Le gouvernement dit, vous devez couper un certain pourcentage de ces forêts-là pour les entretenir, etc. Donc il y a des consultations c'est pas au profit de l'industrie nécessairement. C'est des coupes demandées, là, je veux juste être sûr que je comprends bien, à des fins de gestion de forêt? Oui, exactement. Mais parfois, ça peut être attribué à des industries qui vont récolter le bois puis qui vont l'insérer dans leur processus. Ce bois-là est vendu éventuellement. Il est utilisé. C'est pas juste pour faire des cordes de bois. Mais il y en a que oui. Donc, tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on coupe? Combien on en coupe, où on coupe, qu'est-ce qu'on fait avec la forêt? Il y a des études qui prouvent que garder une forêt debout, ce serait plus payant que de la couper en entier puis de vendre tout le bois parce qu'on peut avoir, par exemple, du plein air qui se fait là-dedans, des sentiers, on peut avoir des centres d'interprétation, il peut y avoir de la collecte de produits forestiers non ligneux, par exemple des bleuets, par exemple des champignons, par exemple des huiles essentielles de toutes sortes. De l'ail sauvage. De l'ail sauvage, c'est des bois. Oui. De la fougère. En tout cas, il y en a plein, Fait que là, à partir de là, est-ce que c'est nécessaire qu'on coupe absolument, qu'on continue? Puis ça, c'est le dilemme qu'on peut rencontrer dans une région comme ici, de poser cette question-là. Mais est-ce qu'on est allé au bout d'une certaine vague de l'industrie forestière? C'est-à-dire de vouloir continuer à produire des matériaux de construction, des fois de faible qualité, qui ont peu de valeur ajoutée parce qu'ils ne sont pas transformés, donc juste du 2x4, un peu tout croche. Qu'on exporte. Qu'on exporte puis qu'on ne transforme pas du tout ici. Si on faisait chantier Chibougamau, ils sont installés à Chibougamau, ils réussissent à être rentables quand même parce qu'ils font du produit à valeur ajoutée, des immenses poutres. Ils peuvent faire des ponts avec ces poutres-là. Ils aimeraient qu'il y ait plus de construction à l'aide de charpentes en bois qui se fassent plutôt qu'en béton. Donc, il y a là des options. Mais qui décide de comment la forêt est exploitée? Radio-Canada essaie de parler au ministère des Ressources naturelles, même pas des ressources naturelles, de la forêt, de la faune et des parcs. C'est à peu près impossible. Ils prennent des décisions, on les apprend à la dernière minute. Pour les aires protégées, il n'y a pas moyen de négocier avec le ministère de l'Environnement, qui a à peu près personne de toute façon pour répondre au téléphone. Tout le monde est en télétravail en plus. Donc, il se passe une situation où les Québécois sont un peu déconnectés de l'avenir de leur forêt puis de leur propre environnement. Puis ça, il y a là quelque chose, il me semble, qui nous montre que le gouvernement ne fait pas une priorité de l'adhésion des gens puis de l'information qu'il leur donne par rapport au territoire. On est déconnecté de notre territoire. Ça a des impacts un peu partout. On est déconnecté, en fait, d'être québécois. Puis là, je vais très loin, mais je lisais j'ai commencé à lire un essai qui parle justement du lien entre l'identité et le territoire, puis le territoire comme tremplin au développement de la société québécoise. L'essai en question, Paul-Antoine? Écoutez, Fred, si je parle comme ça, je serais capable de retrouver le titre, mais je vous l'enverrai, en fait, puis vous le partager sur votre page Facebook. C'est quelque chose qui est sorti il y a 2 ans. Fort intéressant, intéressant. Donc, tout ça pour dire que moi, je trouve que ce gouvernement-là, comme celui qui l'a précédé et celui qui l'a précédé, ne fait pas beaucoup d'efforts pour redonner du pouvoir aux gens sur leur territoire, redonner un sens d'appartenance à ce territoire. Et c'est très étonnant parce que ce gouvernement-là, de François Legault, entre autres, joue beaucoup sur l'identitaire, mais il appuie sur des leviers, entre autres la loi sur la laïcité. On ne fera pas le débat de cette loi-là, mais ça fonctionne, bien qu'elle est incomplète, que la laïcité, elle est vraiment dans des secteurs particuliers de la vie québécoise, parce qu'il aurait pu aller bien plus loin. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un comme vous qui, effectivement, soulevé que l'identité, c'est beaucoup le territoire. Et là, on a encore une vision du 20e siècle de raser, faire du 2x4, puis exporter ça en espérant avoir le meilleur prix possible. Ça ne dérange pas si les caribous disparaissent ici à Val-d'Or. Ça ne dérange pas si nos voisins
Anishinaabe, ici, en l'occurrence, à Val-d'Or, par exemple, en Abitibi-Témiscamingue, eux, leur culture est ancrée dans le territoire. C'est à peu près indissociable. Il y a là peut-être quelque chose qu'on pourrait apprendre, mais on ne se préoccupe pas de détruire l'environnement autour de chez eux, d'aller cueillir de l'orignal en étant sa brosse. Il y a des gens qui respectent la chasse à l'orignal, mais il y en a d'autres qui y vont simplement comme passe-temps. Mais c'est une ressource. Ils n'en ont pas d'épicerie, la communauté de Lac-Barrière dans la réserve faunique de la Vérandrie. Eux, c'est leur subsistance. Pour vrai, là, ils niaisent pas. Donc, il y a, en effet, Fred, j'ai l'impression qu'il y aurait là, un levier identitaire, en effet, un levier de mobilisation, un levier de fierté qu'il faudrait qu'on étudie peut-être d'un peu plus près. Toutes les notions d'acceptabilité sociale. Moi, j'ai un ami qui m'avait dit une expression que j'avais trouvée pleine de sagesse, c'est « tout ce qui traîne se salit ». Fait que si tu laisses ça traîner, si tu te préoccupes pas de ça, tu règles pas la question, ça va se salir à un moment donné irrémédiablement puis s'infecter. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive avec notre rapport au territoire et à l'environnement. Puis il faudrait se pencher peut-être d'un peu plus près là-dessus. Puis moi, ce qui me fâche probablement le plus, c'est qu'on a l'impression de devoir se battre face à notre propre gouvernement qui devrait être à notre service. Et on n'a vraiment pas l'impression qu'il est à notre service. Puis je trouve que, puis on va terminer avec ça, ce qui est vraiment inquiétant aussi, c'est qu'on sait que la pandémie, un jour, va cesser, et là, il va y avoir des déficits à combler, et là, on va être à fond les ballons dans la reprise économique avec un François Legault qui est un comptable de formation, qui est un homme d'affaires millionnaire, et qui a ce modèle-là en tête, et là, il n'y aura aucun... ce souci-là va être encore moins présent qu'il l'est actuellement. Mais il veut des jobs à 25$, des jobs qui souvent sont offerts par des grosses compagnies. Mais regardez les grosses compagnies, ce qui arrive, elles deviennent, oui, très grosses, peuvent être très profitables, mais peuvent devenir très fragiles. Je vais dire un mot, Fred, et tenter de ne pas rire. Bombardier. Oui, mais voilà. Bombardier, notre fleuron, notre fierté nationale. Supposément. Voilà, c'était supposé être indestructible, ça. Mais regardez, c'est en train de se désagréger. Et ils sont encore prêts, il l'a dit aujourd'hui, François Legault, il est encore prêt à voir ce qu'il peut faire pour aider, encore une fois. C'est vraiment too big to fail, Bombardier. Et les gouvernements, comme les banques, on continue à les banques ici, on les aide moins qu'on le fait peut-être aux États-Unis en 2008, mais on continue à mettre de l'argent là-dedans. Et c'est politiquement aussi, je pense, rentable parce que les gens se disent, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est des emplois, c'est vraiment, il y a des gens qui... Tout à fait. Voilà, sauf que là... Tout à fait. C'est des bons emplois. C'est des emplois très payants, puis dans des communautés, puis c'est des grappes industrielles. Voilà. Mais si on inventait une nouvelle expression qui était too big to stay alive. Si tout l'argent qu'on investit là-dedans ne pouvait pas être investi ailleurs, dans des grappes d'innovation technologique, dans des produits qui sont probablement beaucoup plus rentables aujourd'hui, dans des nouvelles acquisitions de connaissances, dans le développement de communautés. Tout à fait. Mais je ne sais pas, je lance la question. Mais il semble que cette question-là ne se pose pas du côté du gouvernement. Mais à l'échelle des communautés, ces questions-là doivent se poser. Paul-Antoine Martel, toujours un plaisir d'aller prendre des nouvelles de l'Abitibi. J'ai hâte d'y retourner en vrai. En présentiel, bien que je déteste le mot. Mais très bien. En fait, je ne veux pas aller vous voir parce que je vais amener toute la lourdeur montréalaise en Abitibi, puis vous n'avez pas besoin de ça. Mais j'espère que bientôt, je vais pouvoir aller vous visiter. Je rêve de me louer un chalet sur le bord d'un lac puis avoir la crise de paix. Puis je pense qu'il y a juste en Abitibi. Je ne veux même pas aller en Gaspésie. Je préfère l'Abitibi parce que là, on a vraiment... Il n'y aura pas beaucoup de Montréalais autour de moi qui vont cochonner l'Abitibi. Fred, ce sera un plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir reçu à votre retour virtuellement. Salut, Fred. À bientôt. Alors voilà un autre épisode de compléter ce 20e. Merci à Larry Dufresne à la co-réalisation. Merci à Alex Laperrière, nouveau recherchiste qui fait un travail formidable. Ça fait une grande différence. C'était offert à me donner un coup de main et vraiment, la balado en profite. Merci à Andréane Obansawin qui me donne un bon coup de main pour les médias sociaux. En fait, c'est elle qui s'en occupe de main de maître. Tantôt, Paul-Antoine Martel parlait d'un livre qu'il est en train de lire et il s'en rappelait plus. Il m'aurait écrit par la suite et je vais vous le donner. C'est drôle parce qu'on parle de communauté, de la balado. Le livre qu'il est en train de lire, c'est « Rêver le territoire » de Geneviève Dorval-Deauville et de Jean-François Gingras. Jean-François Gingras, qui est un membre très actif de la communauté, qui supporte le projet depuis le début, qui m'écrit souvent pour me faire part de ses commentaires, suggestions. Alors voilà, c'était le livre que Paul-Antoine est en train de lire. Alors je voulais quand même le souligner, c'est important. Pour ceux qui écoutaient la balado à sa sortie le samedi, aujourd'hui on est le 13 février, je sais qu'il y en a qui vont l'écouter un peu plus tard, mais sachez que ce soir, je serai sur Twitch, sur la plateforme Twitch, pour une prestation DJ pour la Saint-Valentin.
Je l'avais fait le 31 décembre, très très amusant, très plaisant. Vous étiez presque 200 le 31, donc à se brancher, c'est en direct et vous pouvez entendre la musique que je mets et danser. Vous bougez les fesses à la maison, donc ce sera ce soir sur Twitch. Vous n'avez qu'à faire une recherche pour ma page qui est le DJ Fred Savard, très simple. Sinon, tous les détails sont sur ma page publique Facebook également pour se connecter, mais c'est très simple et c'est vraiment très agréable. Autre mission que je vous confie d'ici le prochain épisode, c'est d'écouter les Hardings, la pièce de théâtre d'Alexa Burgère qui sera diffusée à Télé-Québec vendredi prochain, le 19 février. C'est entre autres sur Mégantic. En fait, c'est à partir de ce qui s'est passé à Mégantic, mais la réflexion de la pièce est plus large que ça. Sauf que ce sera une bonne préparation pour l'épisode du 20 février où je recevrai Anne-Marie Saint-Cerny, cette femme qui a écrit le livre Mégantic, qui a inspiré entre autres la pièce Les Hardings, si ma mémoire est bonne. Sauf que ce livre-là, moi, je ne l'avais pas vu passer à l'époque, je ne l'avais pas lu. Et là, justement, avec Alexandre Lapérière, le recherchiste, c'est lui qui m'a suggéré, hey, tu devrais lire ce livre-là. Il est encore d'actualité. Il me suggérait de le lire et j'ai fait OK, mais en même temps, j'étais comme moi, hein, ça fait quand même 3 ans, Mégantic, tout ça. Et bon, quelle hésitation que j'aurais jamais dû avoir. Le livre m'a vraiment scié les jambes. Premièrement, c'est extrêmement bien écrit, ça se lit vraiment comme un polar, mais c'est aussi une charge incroyable sur le plan, en fait, tous les manquements politiques, les manquements corporatifs, si on pourrait dire, entre autres, mais qu'est-ce qui a mené à la tragédie, qu'est-ce qui n'a pas été fait, l'après tragédie également, comment on a reconstruit Mégantic, les pressions politiques, les pressions du monde des affaires. C'est vraiment un livre qui m'a complètement fasciné, qui est une bonne brique quand même et que j'ai lu d'un trait. Et je trouvais que c'était une bonne idée de recevoir Anne-Marie Saint-Cerny pour reparler, faire un peu un bilan aussi de 3 ans après. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on est plus en sécurité? Mais vraiment, je suis content, elle a accepté. Donc, mais je pense que pour se préparer, ça pourrait être intéressant également de voir la pièce qui sera diffusée à Télé-Québec vendredi soir, le 19. Alors voilà, je vous remercie d'être encore à l'écoute, de m'écrire, de m'inspirer des sujets, des réflexions. Vraiment, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Faites attention à vous. Portez un masque ou faites comme Christian Dubé. Portez-en 2. Prenez pas de chance. N'attendez pas que la santé publique vous le dise. Je trouve une bonne idée des fois de doubler le masque dans certaines circonstances. Moi, j'y crois. Et c'est pour ça que je le fais le plus souvent possible. Voilà. Hey, on fait attention. On se revoit très bientôt. Salut.